Misty Jacobs pressa sa main à plat contre sa poitrine et se dit de ne pas pleurer. Pas ici. Pas devant tous ces gens qui avaient déjà leur opinion sur elle. Elle avait voyagé 3 jours sous la chaleur écrasante de l'été texan pour atteindre le ranch Bradshaw. Et à l'instant où elle est descendue de ce chariot, tous les regards sur la propriété se sont posés sur elle. Et aucun d'entre eux n'était bienveillant. Elle redressa les épaules. Elle avait survécu à pire qu'un regard dur. Elle n'avait simplement pas encore survécu à un homme comme Braden Bradshaw. Si cette histoire a déjà conquis votre cœur, cliquez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Suivez le parcours de Misty jusqu'au bout. Car je vous le promets, elle ne se laisse pas faire. Dites-moi de quelle ville vous venez dans les commentaires. Comme ça, je pourrais voir jusqu'où cette histoire a voyagé. Maintenant, revenons là où tout a commencé. L'été de 1878 s'abattait sur la région du Texas Hill Country. C'était comme une main qui n'avait aucune intention de lâcher prise. Misty Jacobs en ressentait chaque degré. Elle n'avait pas mangé depuis l'aube. Elle n'avait pas dormi plus de 2 heures d'affilée en 3 jours. Et sa belle robe de voyage, celle bleu marine qu'elle avait cousue elle-même avec un tissu économisé pendant 11 mois, était trempée dans le dos. Elle lui collait à la peau d'une manière qu'elle ne pouvait arranger sans l'intimité dont elle manquait cruellement. Le chariot l'avait déposée au portail de la propriété Bradshaw il y a 20 minutes. Et elle se tenait là depuis, agrippant sa sacoche en cuir usé à 2 mains. Elle regardait les ouvrières du ranch s'affairer dans la cour. C'était comme si elle était un piquet de clôture apparu pendant la nuit, et que personne ne savait quoi en faire. « C'est vous, la couturière? » Une femme s'avançait vers elle, un presse-papier à la main et un visage fermé comme une porte. Elle était mince comme un fil, les cheveux épinglés si serrés que ça semblait douloureux. Elle portait le genre de tablier blanc amidonné qui criait qu'elle n'avait jamais travaillé dehors de sa vie. « Oui, madame, dit Misty. Misty Jacobs, j'ai une lettre de madame Hargrove. Elle a prévenu que vous veniez. » La femme la toisa de haut en bas une seule fois, pas deux. Une fois suffisait. Vous êtes plus corpulente que je ne le pensais. Misty ne s'y a pas. Mes mains sont de la bonne taille, par contre. Elles l'ont toujours été. La femme, qui se présenta comme Clara, la gouvernante en chef, pinça les lèvres comme si elle avait mordu dans quelque chose d'acide. Puis elle se retourna sans un mot de plus. « Suivez-moi. » Misty la suivit. Elle garda le menton haut. On lui avait déjà parlé de cette façon. On la regardait comme ça depuis qu'elle avait 11 ans et que les autres filles à l'église chuchotaient sur la place qu'elle prenait sur le banc. Elle en avait pleuré exactement 2 fois dans sa vie et elle s'était promis qu'il n'y aurait pas de 3e fois. La maison était énorme. C'est une chose qu'elle remarqua sans même le vouloir. Le genre de maison construite pour affirmer quelque chose. Et ce qu'elle affirmait, elle le criait haut et fort. Mais Misty n'était pas venue ici pour admirer l'architecture. Elle était venue parce que Madame Hargrove, la plus vieille amie de sa mère, lui avait écrit. La famille Bradshaw avait besoin d'une couturière talentueuse pour un événement estival. Et la paie était 3 fois supérieure à ce que Misty gagnait en un bon mois à Haskell. 3 fois. Elle avait préparé sa trousse de couture avant même d'avoir fini de lire la lettre. Clara la conduisit par une entrée latérale dans un grand atelier. Il y régnait une odeur de cèdre et de citron pressé. Sur une table étaient déjà disposés des rouleaux de tissu. De la soie crème, de la dentelle à ivoire, du coton bleu pâle, du tissu de mariage. Misty le reconnut immédiatement. « Monsieur, vous vous occuperez des retouches et des finitions pour le mariage Whitmore-Bradshaw, dit Clara. Mademoiselle Eliza Whitmore arrive jeudi. La cérémonie a lieu dans 4 semaines. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin dans cette pièce et vous prendrez vos repas avec le personnel de la maison. »« Oui, madame. Monsieur Bradshaw n'aime pas être dérangé. » Clara le dit sur le ton de l'avertissement. Il a un emploi du temps strict. La famille subit une pression considérable en ce moment. Et il s'attend à ce que cette maison fonctionne en silence. « Alors je serai silencieuse, » dit simplement Misty. Clara lui jeta un autre regard, puis elle partit. Misty posa sa sacoche sur la table de travail et resta seule dans la pièce un long moment. Elle laissa échapper un souffle qu'elle retenait depuis le chariot. Elle posa ses paumes à plat sur la table, sentit la fraîcheur du bois, et elle se répéta la même chose qu'elle se disait toujours en arrivant dans un nouvel endroit. « Ta place est là où tes mains font du bon travail. Ne l'oublie jamais, Misty May. » Elle commença à déballer ses affaires. Elle ne rencontra Braden Bradshaw que le 2e jour.
Elle l'entendit d'abord, des bottes sur le parquet, une démarche délibérée et sans hâte. Le genre de démarche qui s'attend à ce que les choses s'écartent de son chemin. Elle était dans l'atelier, la porte ouverte. Elle épinglait une bande de dentelle ivoire sur un mannequin de corsage. C'est alors que les pas s'arrêtèrent juste devant la porte. Clara dit que nous avons une couturière. Sa voix était grave, pas méchante, juste neutre. C'était la voix d'un homme qui porte quelque chose de lourd et n'a pas l'intention d'en parler. Misty se retourna. Il était grand, les cheveux sombres, le genre de bel homme à qui sa beauté avait probablement causé des ennuis toute sa vie. Mais à en juger par sa mâchoire serrée, elle devina qu'il n'y pensait pas beaucoup. Il portait des vêtements de travail, pas les beaux habits qu'elle avait vus les autres hommes mettre pour les invités, et il avait une coupure à la main gauche qui n'était pas bien pensée. Il la regardait comme les gens le faisaient parfois, avec ce calcul rapide derrière les yeux. Mais quoi qu'il ait calculé, cela ne s'est pas transformé en l'expression à laquelle elle était habituée. Il avait juste l'air fatigué. « Oui, monsieur, dit-elle, Misty Jacobs. Je m'occupe des retouches pour le mariage. Je sais pourquoi vous êtes là. » Il s'avança dans l'embrasure de la porte, mais n'entra pas dans la pièce. « Vous avez tout ce qu'il vous faut? » Oui, Clara a été très complète. Il hocha la tête une fois. Il commença à se retourner. « Monsieur Bradshaw. » Elle n'avait pas prévu de le dire. Elle ne savait pas pourquoi elle l'avait fait. C'était peut-être à cause de la main. Cette coupure sur votre main devrait être nettoyée. Elle commence déjà à enfler sur les bords. Il s'arrêta, baissa les yeux sur sa main comme s'il avait oublié son existence. « Ce n'est rien. »« Si, dit-elle, j'ai vu des mains s'infecter pour moins que ça pendant un été texan. La chaleur n'aide pas. » Il la regarda un instant. Il la regarda vraiment. Pas le genre de regard poli et superficiel. Quelque chose changea derrière ses yeux. Pas de la chaleur, non. Plutôt de la surprise. Comme s'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un dise une simple vérité tout haut. « Je vais m'en occuper, dit-il, et il partit. Elle se retourna vers sa dentelle. Son cœur battait un peu plus vite qu'il n'aurait dû, et elle lui ordonna fermement de s'arrêter. Elle le vit encore 3 fois au cours des 2 jours suivants. Une fois dans le couloir, une fois en traversant la cour pour aller chercher de l'eau, une fois au souper, où il s'assit au bout de la longue table et ne dit presque rien à personne. Chaque fois, il la salua d'un signe de tête, rien de plus. Les autres ouvriers du ranch n'étaient pas si discrets. « Seigneur Tout-Puissant », entendit-elle dire l'un d'eux, un jeune, peut-être 19 ans, les cheveux décolorés par le soleil, il avait l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais eu à mériter quoi que ce soit. Il parlait à un autre homme près de la grange et ne prenait pas la peine de baisser la voix. « Où est-ce que M. Bradshaw a trouvé celle-là? Elle a failli casser le banc au petit déjeuner. » L'autre homme rit. Misty continua de marcher. Elle n'accéléra pas. Elle ne ralentit pas. Elle avait appris il y a longtemps que fuir ne faisait qu'empirer les choses. Et s'arrêter pour répondre ne valait pas la peine de s'essouffler. Elle garda les yeux droits devant elle et les mains détendues le long du corps. Elle retourna à l'atelier, ferma la porte, s'assit à sa table et prit son aiguille. Elle l'enfila du premier coup. Elle y arrivait toujours, même quand ses mains n'étaient pas instables. Sa mère le lui avait appris. « Garde tes mains occupées, Misty May. Tes mains te soutiendront quand rien d'autre ne le fera. » Elle ne pleura pas. Elle ne pleurait plus jamais pour ça. Mais elle resta assise là, avec son aiguille et son fil. Et elle pensa, pas pour la première fois, que ce serait vraiment agréable, juste une fois, d'aller quelque part et de ne pas être la première chose que les gens remarquent, avant de remarquer quoi que ce soit d'autre chez elle. La porte s'ouvrit sans qu'on frappe. Elle se retourna, s'attendant à voir Clara. C'était Braden Bradshaw. Il entra et ferma la porte derrière lui. Et la première chose qu'elle remarqua, c'est que sa main était enveloppée dans un tissu blanc et propre, correctement noué. La deuxième chose qu'elle remarqua, c'est qu'il avait l'air encore plus mal en point qu'il y a 2 jours. Comme un homme qui n'avait pas dormi depuis plus longtemps qu'elle. « Monsieur Bradshaw, dit-elle prudemment, puis-je vous aider? » Il ne répondit pas tout de suite. Il se tenait là, son chapeau à la main. Il l'avait enlevé avant d'entrer, réalisa-t-elle. Personne d'autre sur cette propriété ne l'avait fait en sa présence. Et il regardait le sol comme si les mots justes se trouvaient quelque part dans les veines du bois. « Vous avez entendu ces hommes ce matin, dit-il. Ce n'était pas une question. Elle garda une voix égale. « J'entends beaucoup de choses. » Ce n'est pas une réponse.
Oui, dit-elle. Je les ai entendus. Sa mâchoire se contracta. Je m'excuse pour eux. Cela n'aurait pas dû se produire sur ma propriété. Elle le dévisagea. Voulez-vous que je vous dise que ce n'est pas grave? Il croisa son regard. Est-ce que ce n'est pas grave? Non, dit-elle. Ce n'est pas grave. Mais j'entends ça depuis toute ma vie. Alors je suis devenu très doué pour continuer d'avancer. Elle reprit son aiguille. Merci pour vos excuses, Monsieur Bradshaw. C'est plus que ce que la plupart des hommes m'ont jamais offert. Il resta là un instant de plus. Elle pensa qu'il allait partir. Il ne le fit pas. Je dois vous demander quelque chose, dit-il, et j'ai besoin que vous m'écoutiez jusqu'au bout avant de répondre. Quelque chose dans sa voix la poussa à reposer son aiguille. D'accord. Il tira la chaise en face d'elle, demanda la permission d'un regard d'abord. Il attendit son petit signe de tête avant de s'asseoir, et il posa son chapeau sur la table entre eux, comme si c'était quelque chose de solide dont il avait besoin à portée de main. Ma famille est endettée, dit-il, sans lenteur, sans agonie, juste factuellement. De la manière dont un homme dit la vérité quand il a décidé que la seule chose qui reste est l'honnêteté. La terre est hypothéquée. Mon père a laissé ça derrière lui avant de mourir. Et j'ai passé 4 ans à essayer de maintenir le tout à flot. Ce mariage, il s'arrêta, se frotta la nuque. Ce mariage entre mon frère Cole et Eliza Whitmore est censé arranger ça. La famille Whitmore a de l'argent ancien, le genre qui peut effacer une dette et laisser un ranch debout. Cela ressemble à une affaire de famille, dit prudemment Misty. Je ne suis pas sûr de ce que ça a à voir avec moi. Le père d'Eliza Whitmore a une condition avant d'accepter de signer quoi que ce soit. Braden la regarda fixement. Il veut voir que la famille Bradshaw est installée, stable. Il est de la vieille école. Il ne fait pas affaire avec des hommes qu'il pense être des coureurs de jupons, pas des hommes posés. Il veut savoir que je suis marié, ou du moins qu'il y a une femme à mes côtés qui a l'intention de rester. Misty resta silencieuse un moment. Monsieur Bradshaw, dit-elle lentement, êtes-vous en train de me demander ce que je pense que vous me demandez? Je vous demande de prétendre être ma femme, dit-il, pendant 4 semaines jusqu'à ce que le mariage soit célébré et que les papiers soient signés. Vous seriez bien payé plus que votre tarif actuel, le double. Vous seriez logé et nourri, avec un accès complet à la maison. Et personne ne vous traiterait comme ces hommes l'ont fait ce matin. J'y veillerais personnellement. La pièce était très silencieuse. Misty le regarda longuement. Il soutint son regard. Il ne broncha pas, ne parut pas embarrassé. Il n'essaya pas d'adoucir la situation avec du charme, comme le font habituellement les hommes quand ils demandent quelque chose de déraisonnable. Il était juste assis là, avec ses yeux fatigués, sa main bandée et son honnêteté. Et elle découvrit, contre tous ses instincts raisonnables, qu'elle ne le détestait pas de lui avoir demandé ça. C'est une chose remarquable à dire à une femme à qui vous n'avez parlé que 2 fois dans votre vie, dit-elle finalement. Je le sais. Vous ne savez rien de moi. Je sais que vous parlez franchement, dit-il l'homme. Je sais que vous ne fuyez pas quand les gens essaient de vous rabaisser. Je sais que vous êtes doué dans votre travail et que vous tenez parole, car Mme Hargrove ne vous aurait pas envoyé sinon. Et Mme Hargrove n'a jamais recommandé quelqu'un pour qui elle ne mettrait pas sa réputation en jeu. Il fit une pause. Et je sais que vous avez besoin d'argent. Sinon, vous n'auriez pas voyagé 3 jours dans la chaleur de juillet pour coudre de la dentelle sur la robe de mariée d'une inconnue. Elle sentit le coup porté. Elle ne le montra pas, mais il avait fait mouche. À quoi ressemblerait exactement cette comédie? Demanda-t-elle. Des repas ensemble. Apparaître aux événements sociaux auxquels les Whitmore s'attendent à participer avant le mariage. S'asseoir à côté de moi quand leur père viendra discuter des termes. Il regarda le chapeau sur la table. Rien d'autre. Je demande une performance, mademoiselle Jacobs. Rien de plus que ça. Et quand les 4 semaines seront écoulées, vous prendrez votre paye et vous rentrerez chez vous. Je dirai aux gens que vous êtes retourné soigner un parent malade. Personne ne posera de questions. Il la regarda de nouveau. Je ne vous demande pas de renoncer à quoi que ce soit d'important. Juste votre temps et votre patience. Probablement plus qu'un peu, d'ailleurs. Elle inspira par le nez, expira par la bouche. Elle pensa chez elle, à la petite boutique de Haskell, avec une vitre fissurée qu'elle n'avait pas pu réparer. Le vitrier voulait de l'argent qu'elle n'avait pas. Elle pensa à la pile de factures sur sa table de cuisine, à la façon dont elle avait compté ses dernières économies pour payer le voyage,
se disant que c'était un investissement. Elle pensa à cet homme en face d'elle. Cet homme qui avait pansé sa main correctement, enlevé son chapeau avant d'entrer dans sa pièce, et l'avait regardé droit dans les yeux en disant des choses difficiles. Et elle pensa à quel point c'était rare et à quel point elle s'en méfiait. « J'ai une condition, dit-elle. Quelque chose bougea derrière ses yeux. Dites-le. Si j'entends un mot de plus de la part d'un homme sur cette propriété sur mon apparence ou la place que je prends, dit-elle calmement, et que vous ne vous en occupez pas, je pars. Pas d'avertissement, pas de remboursement, je pars. » Braden soutint son regard. « C'est juste, dit-il, et vous n'avez pas le droit de faire semblant imprivé, dit-elle. Quand nous sommes juste nous deux, je suis la couturière. Mademoiselle Jacobs, rien de plus. » D'accord. Elle le regarda une dernière fois. La ligne dure de ses épaules, les cernes sombres sous ses yeux, et la façon dont il serrait ce chapeau, comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de basculer sur le côté. « Vous avez 4 semaines, Monsieur Bradshaw, dit-elle. Ne me faites pas regretter ça. » Quelque chose traversa son visage. Pas tout à fait un sourire, pas tout à fait du soulagement. Quelque chose entre les deux qui semblait ne pas avoir trouvé son chemin jusqu'à son visage depuis un bon moment. Il se leva, ramassa son chapeau et hocha la tête une fois. « Je ne vous le ferai pas regretter, dit-il. » Elle n'était pas encore sûre de le croire, mais elle remarqua, alors qu'il sortait et fermait la porte derrière lui, qu'elle avait envie de le croire. Elle resta seule dans l'atelier pendant un long moment après ça. Puis elle prit son aiguille, l'enfila du premier coup, et se dit très fermement que c'était un arrangement commercial, rien de plus. Elle était douée pour garder les choses à leur juste place. Elle l'avait toujours été. Dehors, l'été texan continuait de peser, implacable et lumineux. Il n'avait aucune patience pour les barrières prudentes que les gens essayaient de construire autour de leur cœur. Il ne l'avait jamais eu. L'accord tint exactement 18 heures avant d'être mis à l'épreuve. Misty avait à peine fini son café du matin quand Clara apparut à l'entrée de l'atelier. Elle avait une expression qui suggérait qu'on lui avait annoncé une mauvaise nouvelle et qu'elle avait décidé de la transmettre personnellement. « Monsieur Bradshaw demande votre présence au petit déjeuner, » dit Clara. « Dans la salle à manger principale. » Misty leva les yeux de la manche qu'elle ourlait. « La salle à manger du personnel me convient très bien. » Il a été spécifique. La voix de Clara ne trahissait aucune opinion sur le sujet, ce qui était en quelque sorte pire. Le groupe Whitmore est arrivé la nuit dernière. Eliza et son père. Monsieur Bradshaw aimerait que vous soyez assise à côté de lui quand ils descendront. Misty posa la manche lentement. 18 heures. Elle n'avait même pas eu une nuit complète de sommeil d'abord. Elle lissa le devant de sa robe, sa deuxième plus belle, en coton jaune pâle, car la bleue marine était encore humide de la veille. Et elle suivit Clara dans le couloir jusqu'à la salle à manger. Braden Bradshaw était déjà là, debout au bout de la table, parlant à un homme qu'elle ne reconnaissait pas. Il la vit dès qu'elle entra. Quelque chose dans sa posture changea, de manière presque imperceptible, comme un homme qui s'ajuste en se souvenant de quelque chose d'important. Et il traversa la pièce vers elle avec une franchise qui la surprit. « Mademoiselle Jacobs, dit-il, puis plus bas, pour elle seule. Madame Bradshaw, aujourd'hui. »« C'est arrivé vite, dit-elle à voix basse. Harlan Whitmore ne perd pas ses matinées. » Il lui offrit son bras. « Prête? » Elle regarda son bras. Elle pensa à l'accord. Elle pensa à la vitre fissurée à Haskell. Elle prit son bras. « N'est prête, dit-elle. » Il la conduisit à la table comme si elle y avait sa place, et elle sentit tous les yeux de la pièce se poser sur eux, se poser sur elle et faire ce même calcul rapide qu'elle inspirait toujours. Qui est-elle? Pourquoi est-elle ici? Que fait-elle au bras de cet homme? L'homme à qui Braden parlait était Harlan Whitmore. Et Harlan Whitmore ressemblait exactement à ce à quoi un homme nommé Harlan Whitmore devrait ressembler. 70 ans, bâti comme une porte de grange, les cheveux blancs. Il possédait ce genre d'immobilité qui signifiait qu'il avait été la personne la plus puissante dans chaque pièce où il était entré depuis 40 ans. Il regarda Misty. Elle soutint son regard. « Voici ma femme, » dit Braden. Facile, certain. Pas la moindre trace de ce qui pourrait ressembler à un mensonge. Misty. Harlan Whitmore l'étudia un moment qui s'étira plus longtemps que confortable. Bradshaw n'a pas mentionné qu'il était marié, dit-il. Pas à Braden, à elle. Il ne le mentionne pas beaucoup, dit Misty agréablement.
Il n'est pas du genre à parler des choses qu'il considère privées. Quelque chose bougea derrière les yeux de Whitmore. De l'intérêt, peut-être. Et ça ne vous dérange pas? Ça m'a beaucoup dérangé quand nous nous fréquentions, dit-elle. Je m'y suis faite depuis. La bouche de Whitmore esquissa quelque chose qui était presque un sourire. Il tendit la main. Elle la serra fermement, comme son père le lui avait appris, comme les femmes n'étaient pas censées le faire. Et elle sentit qu'il l'avait remarqué aussi. Arlen Whitmore, dit-il. Je sais qui vous êtes, dit-elle. Mon mari a dit de très bonnes choses sur votre famille. Braden tira sa chaise. Elle s'assit. Il s'assit à côté d'elle et sous la table, hors de la vue de tous, son genou pressa brièvement le sien. Pas un accident, un signal. Bien joué. Elle attrapa le café et ne le regarda pas. Eliza Whitmore descendit 20 minutes après le début du petit déjeuner. Elle était tout ce que Misty avait attendu, et rien de ce à quoi elle s'était préparée. Elle était belle, bien faite et blonde, avec ce genre d'aisance naturelle qui vient de n'avoir jamais eu à trop essayer pour quoi que ce soit. Elle entra dans la pièce, et la pièce se réorganisa autour d'elle. Cole Bradshaw, le frère cadet de Braden, brun comme Braden mais avec un visage plus facile, plus prompt à sourire, se leva si vite qu'il faillit renverser son verre d'eau. Eliza regarda Cole et sourit, et le sourire était vrai. C'était la chose à laquelle Misty ne s'était pas attendue. C'était complètement, authentiquement vrai. Elle se pencha légèrement vers Braden. « Il s'aime vraiment, » murmura-t-elle. « Je sais, » dit-il doucement. « Alors pourquoi est-ce que ça ressemble à une transaction commerciale? » « Parce que c'en est une. Un temps. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être aussi l'autre chose. » Elle y réfléchit, le classa dans un coin de sa tête. Eliza atteignit à la table et ses yeux se posèrent naturellement sur l'assemblée avant d'atterrir sur Misty. Elle s'arrêta. Pas grossièrement, plutôt comme une personne qui voit quelque chose d'inattendu et prend un moment pour s'adapter. « Je ne savais pas que Braden avait une femme, » dit-elle à la table en général. « Personne ne le savait, » dit Cole, qui se rassit de l'air un peu trop content de la situation. « C'est un homme discret, notre Braden. » Eliza s'assit en face de Misty. « Depuis combien de temps êtes-vous mariés? » Misty ouvrit la bouche. Braden répondit le premier. « Assez longtemps pour que j'arrête de compter les jours et que je commence à compter les bons, » dit-il. La table fut silencieuse une demi-seconde. Arlen Whitmore fit un bruit qui aurait pu être de l'approbation. Cole regarda son frère comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Misty regarda l'homme à côté d'elle et pensa « Celui qui t'a appris à mentir comme ça devrait avoir honte de lui. » Puis elle pensa « Ou être profondément impressionné. » La matinée aurait dû devenir plus facile après ça. Ce ne fut pas le cas. Arlen Whitmore avait l'habitude de revenir sur les choses, et ce sur quoi il revint 2 fois pendant le café, et une fois alors qu'il se déplaçait vers le salon, c'était Misty. Pas de manière évidente, plutôt comme un homme qui vérifie un nœud à plusieurs reprises, parce qu'il n'est pas sûr qu'il tiendra. « Vous n'êtes pas d'ici, » lui dit-il la 3e fois. Pas une question. « De Haskell, » dit-elle. « Couturière, m'a-t-on dit? » Elle ne broncha pas. Elle avait déjà entendu l'implication. Une couturière. Comme c'est ordinaire. Comme c'est banal. « Oui, monsieur, je le suis depuis que j'ai 15 ans. Ma mère m'a appris. Une vie difficile pour une femme seule. » « La plupart des vies sont difficiles pour une femme seule, » dit-elle. « Je me suis assez bien débrouillé. » Il regarda Braden. « Elle est toujours aussi directe? »« Toujours, » dit Braden, et il n'y eut pas la moindre hésitation. Et la façon dont il le dit, comme si c'était l'une de ses choses préférées chez elle, atterrit quelque part dans la poitrine de Misty, qu'elle somma immédiatement de se calmer. Whitmore hocha lentement la tête. « Bien, » dit-il. J'en ai assez des femmes qui disent ce qu'elles pensent que vous voulez entendre. Ça ne fait pas de bons mariages. Ça ne fait pas de bonnes affaires non plus. » Il regarda Misty une dernière fois. « Vous ferez l'affaire, Madame Bradshaw. » Elle lui sourit, polie, stable. « Merci, Monsieur Whitmore. » Il passa à autre chose, rejoignit sa fille de l'autre côté de la pièce. Misty se tourna vers Braden dès que Whitmore eut le dos tourné et dit très doucement et très précisément « Vous auriez pu me prévenir. » Il n'y avait pas de le temps. Vous auriez pu prendre le temps. Vous vous en êtes bien sorti, dit-il comme si c'était simplement vrai. Mieux que je ne l'aurais fait, elle le fixa. Ce ne sont pas des excuses. Non, admit-il, mais c'est la vérité. Elle se détourna avant de dire quelque chose qu'elle regretterait. Son cœur battait plus vite qu'elle ne voulait l'admettre,
Et ce n'était pas à cause de la situation délicate avec Whitmore. Elle le savait, et ça rendait les choses pires. Cole Bradshaw la trouva seule sur le pochet arrière avant le déjeuner. Elle l'entendit arriver. Une démarche différente de celle de Braden, plus légère, plus décontractée, et elle ne se retourna pas. « Vous n'avez pas à faire semblant avec moi, » dit Cole. Cela la fit se retourner. Il était appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés, avec une expression qui n'était pas hostile. Curieuse, peut-être. Prudente, comme un homme qui a décidé de dire quelque chose dont il n'est pas encore sûr. « Excusez-moi, » dit-elle. « Je sais que vous n'êtes pas sa femme, » dit-il simplement. « Je le sais parce que Braden ne parle jamais des femmes. Et il y a 3 semaines, quand je lui ai demandé sans détour s'il y avait quelqu'un qui comptait pour lui, il a dit non. Les hommes ne passent pas de non à marier aussi vite. Pas même au Texas. » Misty soutint son regard. « Vous me dites ça à moi, pas à votre frère. »« Je vous le dis à vous d'abord, » dit Cole, « parce que je veux savoir pourquoi. » Elle pensa à s'en aller. Elle pensa à le nier. Elle pensa à l'expression sur le visage de Harlan Whitmore quand il avait dit « Vous ferez l'affaire ». Comme s'il avait testé quelque chose toute la matinée et l'avait finalement trouvé solide. « Votre famille va perdre cette terre, » dit-elle, « si ça ne marche pas. » Cole devint très immobile. « Votre frère essaye de maintenir le tout à flot, » dit-elle. « Il m'a demandé de l'aide. J'ai dit oui. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Vous pouvez être en colère contre lui de ne pas vous l'avoir dit. Vous pouvez être en colère contre moi d'avoir accepté. Mais quoi que vous décidiez de faire de cette colère, Cole, je veux que vous sachiez qu'il fait ça pour vous, pour votre mariage, pour votre avenir avec cette femme là-dedans qui vous regarde comme si vous aviez décroché la lune. » Le silence s'étira. Cole regarda le sol, puis de nouveau vers elle. Sa mâchoire travailla une fois. « C'est un idiot, » dit-il là, mais sa voix était devenue rauque. « Il aurait pu juste me le demander. » « Il ne voulait pas vous imposer ça, » dit-elle. « Ce n'est pas sa façon de faire. » Cole fit un bruit qui n'était pas tout à fait un rire. « Non, ce n'est pas sa façon. » Il se détacha du cadre de la porte. « Vous allez avoir besoin d'une meilleure alliance. L'anneau que vous portez est 3 tailles trop grand. » Elle cligna des yeux, regarda sa main. Elle avait sorti une vieille bague de sa mère ce matin-là. La seule qu'elle possédait. « C'était celle de ma mère, » dit-elle. « Ça se voit. » Il croisa son regard. « Je vais vous trouver quelque chose dans le coffre de la maison. Quelque chose qui vous aille. Si ça doit tenir, il faut que ça ait l'air vrai. » Il fit une pause. « Et mademoiselle Jacobs? »« Oui? »« Pour ce que ça vaut, » dit-il doucement. « Je pense que vous êtes la meilleure chose qui soit arrivée sur cette propriété depuis des années. Que tout ça soit vrai ou non. » Il partit. Misty resta sur le porche un long moment après ce mort. Elle pressa sa main à plat contre son sternum et dit à son cœur pour la 2e fois de la journée de se calmer. Il n'écouta pas. La bague apparut sur la table de l'atelier avant le souper. Un simple anneau d'argent avec une petite monture, vieux mais bien fait, et il lui allait au doigt comme s'il y avait toujours été. Il n'y avait pas de mots. Elle savait qu'il avait laissé. Elle était encore en train de le regarder quand Braden apparut à l'entrée. « Cole, » dit-elle, « ce n'était pas une question. Il est venu me trouver après vous avoir parlé. » Braden s'appuya contre le cadre de la porte, différemment de Cole, plus lourdement, plus délibérément. « Il m'a dit que j'étais un idiot. Il a raison. Il a généralement raison. » Une pause. « Il a aussi dit que vous m'aviez défendu. » Misty posa la bague sur la table à côté de sa trousse de couture. « Je lui ai dit la vérité. »« Quelle partie? »« La partie où vous essayez de sauver quelque chose qui compte. » Elle leva les yeux. « Et j'ai eu tort. » Il resta silencieux un moment. Le genre de silence qui signifiait que quelque chose bougeait derrière ses yeux. Quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à nommer. « Non, » dit-il, « vous n'avez pas eu tort. Alors ne me regardez pas comme ça. »« Comme quoi? »« Comme si je vous avais surpris, » dit-elle. « Je vous ai dit qui j'étais quand j'ai accepté ça. Je tiens ma parole, Monsieur Bradshaw. Je n'ai pas besoin qu'on me remercie pour ça. » Il se redressa. Quelque chose changea dans la ligne de ses épaules. Ce poids qu'elle avait remarqué le premier jour. Toujours là, mais peut-être juste un peu moins écrasant. « Le souper est à 7 heures, » dit-il. « Whitmore veut discuter des termes de la terre après. Il s'attendra à ce que vous soyez là. J'y serai. » Il se tourna pour partir. Elle le dit avant de pouvoir s'arrêter. « Braden,
Il s'arrêta. Elle n'utilisait presque jamais son prénom. Ils le remarquèrent tous les deux. Votre frère l'aime, dit-elle. Et Liza, il l'aime sincèrement. Je l'ai vu ce matin. Il ne se retourna pas tout de suite. Quand il le fit, son visage avait de nouveau cette qualité dépouillée, celle qu'elle avait vue dans l'atelier la veille, comme un homme surpris sans armure. Je sais, dit-il. Ça vaut la peine de se battre, dit-elle. Ce que vous faites, ça en vaut la peine. Il soutint son regard à travers la pièce. La lumière du soir devenait dorée à travers la seule fenêtre haute. Et dans cette lumière, il ressemblait moins à un homme assiégé qu'à un homme qui était juste très, très fatigué de porter les choses seul. Reposez-vous un peu avant le souper, dit-il doucement, et il partit. Elle resta assise dans l'atelier un long moment. Elle prit la main, la glissa à son doigt et la regarda. Argentée et simple et pas à elle. Et elle pensa à la façon dont il l'avait regardée à l'instant, la façon dont personne ne l'avait regardée depuis qu'elle était une fille, bien avant que le monde ne décide d'avoir des opinions sur la place qu'elle occupait. Elle pensa, c'est un arrangement commercial. 4 semaines. Tu vaux mieux que ça. Elle le pensa 2 fois de plus, très fermement, avant de prendre son aiguille et de se remettre au travail. Le souper était un champ de bataille d'un autre genre. Arlen Whitmore avait amené un avocat, un homme mince avec des taches d'encre sur les doigts et un dossier en cuir sous le bras. Il avait l'air de quelqu'un qui avait assisté à une centaine de ces soupers et savait exactement comment ils se terminaient tous. Il s'assit à la gauche de Whitmore. Le dossier était posé sur la table à côté de son verre d'eau, fermé, en attente. La nourriture fut servie. La conversation était polie. Cole et Eliza parlèrent de l'histoire du ranch. Et Eliza posa des questions qui montraient qu'elle s'était renseignée, et son père regardait le tout avec la patience d'un homme qui avait pris sa décision mais voulait en être sûr. Braden parla peu. Il s'assit à côté de Misty et la laissa parler quand elle en avait besoin. Et quand elle ne parlait pas, sa présence à ses côtés était aussi stable que le sol. Elle ne s'y était pas attendue. Elle s'était attendue à une performance, le genre de comédie qui se voit sur les bords, les sourires trop larges et la surcorrection d'un homme jouant un rôle. Il n'y avait rien de tout ça. Il était juste assis là et silencieux d'une manière qui ressemblait étrangement à un abri. Ce fut Whitmore qui brisa la paix fragile. « Je vais parler franchement, dit-il à la fin du repas. Il posa sa fourchette. Je suis un homme qui croit qu'il faut savoir dans quoi on s'engage. J'ai fait mes recherches sur la propriété Bradshaw. Je connais les chiffres. » La table devint silencieuse. La main de Cole se crispa sur son verre d'eau. « Je sais qu'il y a une dette, dit Whitmore. Une dette importante. Et je sais que ce mariage, si je l'autorise, met ma fille et l'argent de ma famille dans une situation qui exige de la confiance. » Il regarda Braden. « Ce que je n'achète pas, c'est le désespoir déguisé en confiance. Je sais lire un homme, Bradshaw. Je le fais depuis 60 ans. » Braden croisa son regard. « Alors lisez-moi. » « C'est ce que je fais. » Whitmore croisa les mains. « Ce que je vois, c'est un homme qui a maintenu quelque chose à flot par pure volonté pendant longtemps, et je respecte ça. Mais j'ai besoin de savoir que ça ne va pas s'effondrer dès que le nom de ma fille sera sur ses papiers. » La pièce était absolument silencieuse. « Ça ne s'effondrera pas, dit Braden, parce que je ne le laisserai pas faire. C'est un sentiment, dit Whitmore, pas un plan. » Misty posa sa tasse de café. Tout le monde la regarda. Elle n'avait pas prévu de parler, mais elle était assise là à écouter Arlen Whitmore parler de Braden comme s'il était un bilan comptable. Et quelque chose était monté dans sa poitrine qu'elle reconnut. La même chose qui montait quand ses ouvrières du ranch parlaient près de la grange. La même chose qui la faisait continuer à marcher quand elle voulait s'arrêter. « Monsieur Whitmore, dit-elle avec respect. Il la regarda. « Vous m'avez demandé ce matin ce que je pensais de mon mari, dit-elle. Je vous ai dit que c'est un homme discret. C'est vrai. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est ceci. » Elle fit une pause, laissa le silence s'installer. « J'ai observé cet homme pendant 3 jours. Je l'ai vu gérer des problèmes qu'il n'a pas créés et protéger des gens qui ne lui ont rien demandé. Je l'ai vu s'excuser pour des choses qui n'étaient pas de sa faute et travailler plus dur que n'importe qui sur cette propriété. Et je ne l'ai jamais, pas une seule fois, vu envisager d'abandonner. » Elle regarda Whitmore fixement. « Vous voulez savoir si ce ranch tiendra? Il tiendra parce que l'homme qui le dirige ne sait pas comment abandonner quelque chose qu'il aime.
Personne ne parla. Cole fixait la table. Eliza avait la main pressée sur sa bouche. Harlan Whitmore regarda Misty pendant un long moment. Elle soutint son regard, ne le détourna pas, ne l'adoucit pas, le soutint simplement comme sa mère lui avait appris à tenir une aiguille quand ses mains tremblaient. « Depuis combien de temps avez-vous dit que vous étiez mariés ?» demanda-t-il. « Assez longtemps, dit-elle. » Il resta silencieux. Puis il se pencha et prit le dossier en cuir, l'ouvrit, le fit glisser sur la table vers son avocat. « Rédigez les termes finaux, dit-il. Nous signerons jeudi. » Cole expira si brusquement que c'était presque un mot. Eliza se pencha et prit sa main. Braden ne bougea pas. Mais sous la table, hors de la vue de tous dans cette pièce, sa main trouva celle de Misty et la serra. Pas une performance, pas un calcul, juste une prise. Elle le laissa faire, juste un instant, juste jusqu'à ce que la conversation de la table reprenne et que la pièce se souvienne comment respirer. Puis elle retira sa main, leva sa tasse de café et ne dit rien du tout à ce sujet. Mais elle pouvait sentir la chaleur de ce contact le reste de la soirée, à l'endroit de sa main où il l'avait tenue, et elle arrêta de dire à son cœur de se calmer parce qu'il avait clairement cessé d'écouter. Et elle commençait à penser, très doucement, qu'elle comprenait pourquoi. Les papiers furent signés le jeudi, exactement comme Harlan Whitmore l'avait dit. Misty n'était pas dans la pièce quand c'est arrivé. Elle était dans l'atelier, en train de finir la dernière bordure de dentelle sur le corsage de mariée d'Eliza. Et elle sut que c'était fait quand elle entendit la voix de Cole venant des profondeurs de la maison. Forte, soudaine et brisée par quelque chose qui ressemblait à du soulagement mêlé de joie. La façon dont un homme sonne quand un poids qu'il portait depuis si longtemps qu'il avait oublié qu'il était là tombe enfin de ses épaules. Elle continua de coudre. Elle était douée pour garder ses mains occupées. Sa mère avait eu raison sur ce point. Ce pourquoi elle n'était pas douée, ce qu'elle découvrait avec une clarté alarmante au fil des jours, c'était de garder Braden Bradshaw dans sa catégorie appropriée. Il avait commencé comme une transaction. Il était censé le rester. Mais les transactions ne s'assoignent pas à côté de vous au souper et ne remarquent pas quand vous avez à peine mangé. Elles ne disent pas à une salle pleine de gens puissants que votre franchise est l'une de leurs choses préférées. Elles ne serrent pas votre main sous une table en le pensant vraiment. Elle planta l'aiguille dans le corsage et se dit de se concentrer. La porte s'ouvrit, Braden remplit l'encadrement et la première chose qu'elle vit, c'est qu'il s'était changé. Chemise propre, veste sombre, cheveux peignés. La deuxième chose qu'elle vit, c'était l'expression sur son visage, qui n'était pas l'expression d'un homme dont les problèmes venaient d'être résolus. C'était quelque chose de plus compliqué que ça, quelque chose de plus silencieux et de plus dangereux. « C'est fait, dit-il. J'ai entendu Cole. » Il sourit presque. Tout le comté a entendu Cole. Il entra dans la pièce et elle remarqua qu'il ne fermait pas la porte derrière lui cette fois, comme s'il se laissait une sortie exprès. « Je voulais vous le dire moi-même. »« Vous me l'avez dit, dit-elle. »« Félicitations. » Une pause. « C'est tout? Que voudriez-vous d'autre? » Elle posa le corsage et le regarda carrément. « Vous avez eu ce dont vous aviez besoin. Cole a son mariage. La terre est en sécurité. C'était l'arrangement. » « Je sais quel était l'arrangement. »« Bien, alors nous sommes d'accord. » Elle reprit le corsage. « Encore 3 semaines et je ne serai plus sur votre chemin. » Il ne bougea pas. Elle pouvait le sentir debout là, et la qualité particulière de son immobilité était une qu'elle avait appris à reconnaître au cours des 10 derniers jours. Cela signifiait qu'il décidait quelque chose, qu'il travaillait vers quelque chose dont il n'avait pas encore trouvé la forme. « Whitmore veut un dîner de célébration, dit-il, ce soir pour les familles. Il a invité la moitié du comté, apparemment. Bien sûr qu'il le fait. Il s'attend à ce que vous soyez là. Bien sûr qu'il le fait. » Elle leva les yeux. « À quelle heure? » « 7 heures. Je serai prête. » Il resta là un autre moment. Misty. Son nom dans sa bouche la surprenait encore à chaque fois. Il ne l'utilisait presque jamais. Ils avaient un accord tacite, formel en privé, tout le reste en public. Et chaque fois qu'il le rompait, elle le sentait comme un changement de pression atmosphérique. « Merci, dit-il, pour ce que vous lui avez dit au souper. Je ne vous ai pas demandé de faire ça. »« Non, dit-elle, vous ne l'avez pas fait. Pourquoi l'avez-vous fait? » Elle soutint son regard. Elle s'était posé la même question au moins une douzaine de fois dans les jours qui avaient suivi. Elle avait des réponses raisonnables, logiques,
le genre qui gardait les choses à leur juste place. Elle choisit la plus vraie, parce que tout était vrai. Elle dit, « Tout ce que j'ai dit sur vous, je ne l'ai pas inventé. » Il absorba cela lentement, de la façon dont il encaissait les dures vérités sans broncher, mais avec précaution, comme un homme manipulant quelque chose qui pourrait se briser si mal géré. « Vous êtes une femme remarquable, dit-il doucement. Je ne pense pas que vous sachiez à quel point. » Elle baissa de nouveau les yeux sur le corsage. « 7 heures, dit-elle. Je serai prête. » Il partit, elle posa le corsage sur ses genoux et resta très immobile pendant 30 secondes. Puis elle reprit son aiguille avec des mains juste un peu tremblantes, et elle ne dit pas un seul mot à ce sujet. Le dîner de célébration n'était pas la moitié du comté. C'était le comté entier ou ce qui y ressemblait. Misty avait assisté à des rassemblements sociaux toute sa vie, des soupers d'église, des balles de récolte, la réunion municipale occasionnelle qui devenait plus bruyante que prévu. Et elle avait toujours su lire une pièce de l'extérieur. Elle savait quels groupes de personnes étaient sûrs et lesquels étaient des comités d'évaluation déguisés, où elle pouvait le voir dans la façon dont ils tenaient leur verre de punch, l'angle de leurs épaules et si leurs sourires engageaient leurs yeux. Ce soir, il y avait beaucoup de gens dont les sourires n'engageaient pas leurs yeux. Elle se tenait avec le bras de Braden sous sa main et elle faisait ce qu'elle faisait depuis 10 jours. Elle gardait le menton haut, la posture droite et elle regardait directement chaque personne qui la regardait en premier. La plupart d'entre eux détournaient le regard. Quelques-uns ne le faisaient pas. Une ne le fit pas du tout. Son nom était Vera Langston. Misty l'avait entendu lors d'une présentation à travers la pièce. Et c'était le genre de femme qui avait été belle si longtemps que c'était devenu sa personnalité principale. Mâchoire fine, bonne pommette, portant une robe de dîner qui coûtait plus que ce que Misty gagnait en 6 mois. Elle observait Misty de l'autre côté de la pièce avec une expression qui n'était pas tout à fait de l'hostilité et pas tout à fait de la curiosité, et qui était bien trop intéressée pour être confortable. « Qui est-ce » dit Misty doucement, près de l'oreille de Braden. Il ne regarda pas. Il n'en avait pas besoin. Sa mâchoire se contracta d'exactement 1 degré. « Vera Langston. Elle vous fixe. Elle fait ça. Pourquoi? Un temps. Nous avons une histoire. » Misty traita l'information sans expression. Quelle importance a cette histoire? Assez pour que sa présence ici ce soir ne soit pas un accident. Il regarda enfin Vera brièvement, puis revint à la conversation dans laquelle ils étaient. Son père possède la propriété adjacente à la nôtre. Elle a été, il choisit le mot avec soin, persistante. Persistante, répéta Misty. Elle veut le ranch, dit-il. Le moyen le plus simple de l'obtenir, c'était moi. Je n'étais pas intéressé. Elle ne l'a pas bien pris. Misty hocha la tête une fois, classa l'information. Elles viennent par ici, dit-elle. Je sais. Dois-je faire quelque chose de spécifique? Soyez simplement vous-même, dit-il. Et la simplicité absolue de cette phrase la prit au dépourvu, car il le dit comme si c'était la chose la plus évidente et la plus suffisante au monde. Elle n'eut pas le temps de répondre. Vera Langston apparut au coude de Braden avec un sourire tout en surface et dit « Braden, chéri, je ne savais pas que tu venais ce soir. » Comment comme s'il n'était pas debout dans la maison de sa propre famille. « Vera, dit-il, rien de plus. » Les yeux de Vera se posèrent sur Misty. Le sourire resta exactement où il était. « Et vous devez être la couturière. » La pièce ne s'arrêta pas. Il y avait 20 autres conversations en cours. Mais le groupe de personnes le plus proche d'eux devint juste un peu plus silencieux, de la façon dont les gens le font quand ils sentent le sang. « Je suis sa femme, » dit Misty agréablement, sans chaleur. « Misty Bradshaw, c'est un plaisir de vous rencontrer. » Le sourire de Vera ne changea pas. C'était le signe révélateur. Un sourire authentique se serait ajusté. Surprise, recalibrage, quelque chose. Celui-ci était déjà prêt. « Bien sûr, dit-elle. J'avais entendu quelque chose à ce sujet. Une cour très rapide, si je comprends bien. » Les meilleurs le sont généralement, dit Misty. Quand on sait, on sait. Je ne voyais aucune raison de le faire attendre. Le regard de Vera parcourut Misty d'un balayage exercé et sans hâte. « Eh bien, dit-elle, il a toujours eu des goûts intéressants. » Le mot « intéressant » tomba dans la conversation comme une pierre dans une eau calme. Misty sentit Braden se rider à côté d'elle. Elle sentit son bras se tendre sous sa main.
Elle pressa son bras une fois, doucement, un signal. Je m'en occupe. Et elle regarda Vera Langston avec une expression de calme parfait et agréable. C'est vrai, acquiesça-t-elle. Il m'a dit que c'est ce qu'il cherchait. Pas ce qui attire l'œil au premier regard, mais ce qui le retient. Elle pencha légèrement de la tête. Il a dit que la plupart des belles choses sont ennuyeuses de près. Il voulait quelque chose d'intéressant jusqu'au bout. Le silence qui suivit fut exquis. Le sourire de Vera s'amincit juste assez pour être visible. « Comme c'est charmant, dit-elle. Si vous voulez bien m'excuser, et elle s'éloigna, lisse comme de l'huile, vers le groupe de personnes suivant. Braden expira à côté d'elle, longuement et de manière contrôlée, le genre d'expiration qui signifiait qu'il avait retenu beaucoup de choses pendant 1 minute. Intéressant jusqu'au bout, dit-il doucement. J'ai improvisé, dit-elle. Vous êtes terrifiante, dit-il, et elle entendit sous le mot, derrière lui, quelque chose qui n'était pas du tout de la peur. La soirée aurait dû bien se terminer. Elle l'a presque fait. C'est Arlen Whitmore qui a tout défait, et il ne le voulait pas. C'est ce qui a rendu les choses pires. Il les trouva après le souper, près du bord du rassemblement, quand la foule s'était suffisamment éclaircie pour que les conversations aient de la place pour respirer. Il avait un verre à la main et l'air d'un homme qui avait eu une journée satisfaisante et voulait le dire. « Je vais vous dire quelque chose, Bradshaw, dit-il. Je suis venu ici sceptique. Je le dis franchement parce que je pense que vous méritez tous les deux de l'entendre. » Braden hocha la tête. « Je sais que vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, ni l'un ni l'autre. » Whitmore regarda Misty avec quelque chose de tout à fait authentique. Pas une évaluation, pas un calcul. « Ma fille a déjà été mariée, vous savez ça? » Misty secoua légèrement la tête. Brièvement, elle était très jeune, l'homme était... L'expression de Whitmore passa par quelque chose de vieux et de compliqué. Pas celui qu'elle pensait. Il avait des dettes dont il ne lui avait pas parlé, des promesses qu'il n'avait pas l'intention de tenir. Il regarda son verre. Elle s'en est sortie. Elle est forte, Maëlisa, mais ça a changé sa façon de voir les choses. Et Cole, dit Misty prudemment. Cole est un homme bon, dit Whitmore simplement. Je peux le voir, mais les hommes bons ont des angles morts, et les angles morts dans cette famille. Il jeta un coup d'œil à Braden, tendait vers le silence, vers le fait de porter les choses seul. Il se tourna vers Misty. Vous semblez comprendre ça chez lui. C'est ce qui m'a fait basculer, si vous voulez la vérité. Pas les finances, pas la propriété. Vous regardez avec lui, vous le voyez. Misty était très immobile. « C'est rare, dit Whitmore, plus rare que les gens ne le pensent. » Il leva légèrement son verre. Deux choses rares. Il s'éloigna dans la foule. Le silence qui tomba entre Misty et Braden était différent de leurs autres silences. Cela avait été confortable. Le calme facile de deux personnes qui avaient trouvé un accord. Celui-ci était lourd, plein de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait nommé. « Il n'a pas tort, dit Braden. Il ne la regardait pas. Il regardait de l'autre côté de la pièce, vers rien. Sur le silence, sur le fait de porter les choses. « Je sais, dit-elle. Je le fais depuis longtemps. » Une pause. « Depuis la mort de mon père. Depuis avant, honnêtement. » Elle attendit. Elle avait appris que c'était ce dont il avait besoin. De l'espace, pas de la pression. Il en viendrait à la chose en son temps, ou il n'y viendrait pas du tout. « Ma femme, dit-il, puis s'arrêta, recommença. « Ma vraie femme, Eleanor. » Le nom sortit avec précaution. Elle est partie il y a 3 ans. Ce n'était pas dramatique. Personne d'autre. Pas de terrible dispute. Elle a juste... Il s'arrêta de nouveau. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas vivre dans une maison aussi silencieuse. Elle a dit qu'elle avait oublié ce que ça faisait de compter pour quelqu'un. Sa mâchoire bougea. Je ne savais pas comment argumenter avec ça parce qu'elle avait raison. Misty ne dit rien. Elle regardait le côté de son visage et pensait au mot « intéressant », à ce que cela signifiait d'être intéressant jusqu'au bout, d'être vu jusqu'au bout. Et elle pensait à comment un homme qui avait rendu une femme invisible avait appris à faire en sorte qu'une autre femme se sente comme la chose la plus solide dans une pièce. « Je vous dis ça, dit-il, parce que Whitmore a raison, et parce que vous devriez savoir que ce qu'il voit, ce qu'il a dit, ce n'est pas la performance. » Il la regarda enfin. Quoi que ce soit, Misty, ce n'est pas que moi. Son cœur battait très fort. Braden, je ne vous demande rien, dit-il rapidement. Je sais ce que nous avons convenu. Je n'essaie pas de changer les termes.
Je voulais juste que vous sachiez, Braden. Elle le dit de nouveau, plus fermement. Il s'arrêta. Vous venez de me dire quelque chose de vrai, dit-elle. Donnez-moi une minute pour le digérer avant de le reprendre. Il devint très immobile. Elle le regarda, cet homme qui avait pansé sa main, enlevé son chapeau et serré ses doigts sous une table sans réfléchir. Et qu'elle se dit, juste pour elle-même, juste à l'intérieur des murs de sa propre poitrine, où elle le gardait depuis le deuxième jour. Oh, tu as de gros ennuis, Misty May. J'ai besoin d'air, dit-elle. Je vais sortir. Misty. Je ne fuis pas, dit-elle. J'ai juste besoin d'une minute. Elle le regarda fixement. Ne me suivez pas tout de suite. Il ne la suivit pas. C'était presque pire. Elle trouva le porche arrière au toucher et à la mémoire, se tint dans l'air chaud de la nuit, pressa ses deux mains à plat contre la balustrade et respira. Elle entendit la porte derrière elle 7 minutes plus tard. Elle reconnaissait ses pas maintenant. J'ai dit pas tout de suite, dit-elle. Ça fait 8 minutes, dit Braden. J'ai été respectueux. Malgré tout, quelque chose qui ressemblait presque à un rire la traversa. Vous avez compté? J'ai peut-être compté. Il vint se tenir à côté d'elle à la balustrade. Pas assez près pour la toucher, mais proche. Ça va? Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. Ça fait 2? Elle se tourna pour le regarder. Il la regardait déjà. Et c'était de nouveau là. Cette qualité qu'elle avait vue pendant tout le dîner avec les Whitmore, qu'elle avait cataloguée sans le vouloir. La chose dans ses yeux qui n'était pas une performance, ni stratégique, ni le regard qu'un homme donne à une femme dont il veut quelque chose. C'était le regard qu'un homme donne à une femme qu'il a peur de perdre. C'était censé être simple, dit-elle. Je sais. 4 semaines, professionnelles, rien de compliqué. Je sais. Je suis une couturière de Haskell, Braden. J'ai une vitre fissurée et une pile de factures, et je suis venu ici pour l'argent. Sa voix resta égale. Je ne suis pas venu ici pour... Elle s'arrêta, fit un geste vers l'espace entre eux. Pourquoi? Dit-il doucement. Elle le regarda, la ligne dure et honnête de son visage, la façon dont il se tenait parfaitement immobile, la façon dont il se tenait toujours quand il attendait qu'elle dise la chose qui comptait. Vous savez quoi? Dit-elle. Je veux vous entendre le dire. Ce n'est pas juste. Non, admet-il, ce n'est pas juste. La nuit d'été les enveloppa, chaude et proche, sentant l'herbe sèche et quelque chose de fleuri qu'elle ne pouvait nommer. Elle entendit des voix de l'intérieur de la maison. Des rires, le tintement des verres, le rire facile de Cole. Le monde qui continuait, indifférent, tandis qu'ils se tenaient tous les deux au bord de quelque chose pour lequel elle n'avait pas de carte. Je pense, dit-elle prudemment, que vous êtes un homme très dangereux, Braden Bradshaw. On ne m'a jamais accusé de ça avant. Je pense, dit-elle, que vous avez une façon de faire en sorte qu'une personne se sente comme la seule chose solide dans une pièce. Et je pense que vous ne savez même pas que vous le faites. Et je pense que c'est le genre le plus dangereux. Il était très immobile. Misty, je pense, dit-elle, et elle sentit sa voix vouloir se briser, et elle la maintint stable par pure force de volonté, que j'ai passé toute ma vie à être la chose que les gens regardent au-delà pour arriver à autre chose. Et je pense que vous me regardez comme si j'étais la chose. Pas l'obstacle, la chose. Elle s'arrêta. Et je ne sais pas trop quoi faire de ça. Il tendit la main lentement, lui donnant toutes les chances de reculer. Il glissa une mèche de cheveux derrière son oreille, juste ça, rien de plus, à peine un contact. Et sa main se posa sur sa mâchoire un instant, comme une question. « Je sais ce que je veux en faire, dit-il. » Et elle aurait dû dire, « Nous avions un accord. » Elle aurait dû dire, « Ce n'est pas réel. Ça n'a jamais été censé être réel. » Elle aurait dû dire n'importe laquelle des choses raisonnables, prudentes, autoprotectrices qu'elle se disait depuis 10 jours. Elle n'en dit aucune. Elle se pencha. Il la rejoignit à mi-chemin. Le baiser n'était pas du genre qu'elle avait imaginé dans les moments de faiblesse avant de s'endormir, quand elle s'était fermement dit qu'elle n'imaginait rien du tout. Il était plus lent, plus doux. Le genre de baiser qui n'essayait pas de prouver quoi que ce soit, juste de trouver quelque chose. Comme 2 personnes cherchant la même prise dans le noir et découvrant toutes les 2 qu'elle est solide. Elle se recula la première. Son cœur faisait quelque chose de totalement non autorisé, et elle pressa sa main à plat contre sa poitrine, non pas pour le repousser,
juste pour sentir si le sien faisait la même chose. C'était le cas. Ils restèrent là comme ça, sa main sur sa poitrine, la sienne sur son visage, la nuit d'été immobile autour d'eux. Le contrat, dit-elle. Je sais, dit-il. Nous étions d'accord. Nous l'étions. Ça change les choses. Ça les change. Il ne détourna pas le regard, ne broncha pas. Dites-moi si c'est un problème. Elle voulait dire oui. Elle voulait dire la chose soignée, la chose pratique, la chose qui remettrait toutes les pièces à leur place pour qu'elle puisse finir 3 semaines de plus et rentrer à Haskell avec son double salaire, sa vitre fissurée et la forme de sa vie ordinaire qui l'attendait. Elle voulait le dire, elle ne le fit pas. Nous devons en parler, dit-elle à la place. Correctement, pas ce soir, pas ici avec des gens à 6 mètres de nous. Il hocha la tête. Demain matin, acquiesça-t-elle. Elle baissa sa main de sa poitrine. Il baissa la sienne de son visage. Elle fit un petit pas en arrière, respira et le regarda. Cet homme qui avait bouleversé absolument tous les plans qu'elle avait pour cet été. Et elle dit, « N'osez pas avoir l'air content de vous. » « Je ne le suis pas, dit-il, puis, un peu. Braden, très peu. Elle entra avant que son visage ne puisse faire quelque chose pour lequel elle n'était pas prête. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée dans le lit étroit de la chambre d'amis. Sa chambre. Celle qu'on appelait sa chambre depuis 2 semaines maintenant. Et elle fixa le plafond et pensa à ses mains, à sa voix, et à l'expression sur le visage de Harlan Whitmore quand il avait dit « Vous le voyez ». Et elle pensa à Eleanor, qui était partie parce qu'elle s'était sentie invisible. Et elle pensa à elle-même, Misty Jacobs de Haskell, couturière, trop grande pour chaque pièce où elle était entrée, selon les comptes du monde. Allongée dans un lit dans une maison où, depuis 10 jours, la présence la plus solide avait été l'homme au bout du couloir, qui ne savait pas qu'il le faisait. Elle prit la bague en argent sur la table de chevet, elle la remit. Elle se dit que c'était juste une habitude. C'était plus facile comme ça. Il n'y avait aucune raison de l'enlever quand elle était seule. Elle se dit tout ça très fermement. Puis elle resta là dans le noir avec la bague à son doigt et sa voix dans sa tête. Et 3 semaines de plus s'étendant devant elle qui semblaient à la fois trop longues et pas assez. Et elle pensa, Misty May, espèce d'idiote. Et dehors, l'été texan continuait, chaud et patient, et il n'était pas en désaccord. Elle était debout avant l'aube, non pas parce qu'elle avait dormi et s'était réveillée. Elle n'avait pas dormi, pas vraiment, pas d'une manière qui compte, mais parce que rester allongée dans le noir avec ses pensées était devenu insupportable vers 3 heures du matin. Et elle avait décidé que l'aiguille et le fil étaient une meilleure compagnie que sa propre tête. Elle était à mi-chemin de l'ourlette finale de la traîne d'Elisa quand elle l'entendit. Ses pas sur le sol du couloir. Ce poids et ce rythme particulier qu'elle aurait pu identifier dans une foule maintenant. Ils s'arrêtèrent devant l'atelier. Elle garda les yeux sur sa couture. « Vous avez dit demain matin, dit-il à travers la porte ouverte. C'est demain matin. »« Il est 4h30, dit-elle. Je sais quelle heure il est. Une pause? Je n'ai pas dormi non plus. » Elle posa la traîne sur ses genoux et le regarda. Il se tenait dans l'embrasure de la porte avec la chemise de la veille, le col ouvert, les cheveux pas encore peignés. Et il ressemblait à un homme qui avait passé la nuit à se disputer avec lui-même et n'était pas sûr de qui avait gagné. Elle comprenait ça entièrement. « Entrez, dit-elle. Fermez la porte. » Il fit les deux. Il ne s'assit pas. Il se tint près de la fenêtre, les bras croisés. Pas sur la défensive, juste comme un homme qui a besoin de quelque chose de solide dans son dos pendant qu'il trouve quoi dire. « Je ne vais pas prétendre que la nuit dernière n'a pas eu lieu, dit-il. Je ne vous l'ai pas demandé. Et je ne vais pas m'en excuser. Je ne vous ai pas demandé ça non plus. » Elle le regarda fixement. « Ce que j'ai demandé, c'est une conversation, une vraie. » Il hocha la tête, travailla sa mâchoire une fois. « Le contrat dure encore 3 semaines. »« Oui. Quand il se termine, vous retournez à Haskell. » Il le dit platement, comme un homme lisant des termes. « C'était de l'accord. »« C'était de l'accord, confirma-t-elle. Et vous avez votre boutique, votre vie là-bas. » Il soutint son regard. « Je ne vous demande pas d'y renoncer. Je veux dire ça d'abord. » Quelque chose bougea dans sa poitrine. Noté. Mais aussi, il s'arrêta. Le muscle de sa mâchoire bougea. Il travaillait vers quelque chose comme il le faisait toujours,
du bord extérieur vers l'intérieur, dégageant tout le reste d'abord. Je n'ai pas regardé une femme comme je vous regarde depuis plus longtemps que je ne veux l'admettre. Et je suis resté debout d'ici ces 4 dernières heures, à essayer de me dire que ce sont les circonstances, la performance, la pression, tout ça. Et ce n'est pas le cas. Sa voix était plate et certaine. C'est vous. La pièce était très silencieuse. Vous n'êtes pas une femme simple, dit-il. Et je ne dis pas ça comme une chose douce. Je veux dire, vous êtes la personne la moins simple que j'ai rencontrée depuis des années. Et chaque fois que je pense avoir trouvé vos limites, il y en a plus. Et je ne sais pas quoi faire de ça, sauf vous le dire. Elle inspira lentement, expira lentement. Braden, que me demandez-vous? Je ne sais pas encore, dit-il. C'est honnête. Je ne sais pas ce que je demande parce que je ne sais pas ce que vous pouvez donner. Et je ne vais pas demander quelque chose que vous ne pouvez pas donner. Il la regarda directement. Mais je sais que je ne veux pas de 3 semaines de plus à prétendre que la nuit dernière était une erreur, parce que ce n'en était pas une. Elle resta silencieuse un long moment. L'aiguille était toujours entre ses doigts. Elle la posa. Ce n'était pas une erreur, dit-elle. Je le sais aussi. Son expiration fut silencieuse et contrôlée, mais elle la sentit. J'ai peur, dit-elle. Elle ne disait pas des choses comme ça facilement, et elle le vit enregistrer le poids de ses mots. Je veux être honnête avec vous parce que c'est ce que ceci, quoi que ce soit, mérite. J'ai peur de ce qui se passera quand les 4 semaines seront écoulées et que je serai de retour à Haskell, et que tout cet été deviendra une histoire que je me raconte tard le soir. Elle soutint son regard. J'ai vécu toute ma vie en étant temporaire pour les gens. Je ne veux pas être temporaire pour vous. Il traversa la pièce en 3 pas et s'assit en face d'elle, les coudes sur la table, assez près pour qu'elle puisse voir exactement ce qu'il y avait dans ses yeux. Et il n'y avait rien là-dedans qui ressemblait à du temporaire. Vous ne l'êtes pas, dit-il. Vous ne le savez pas encore. Non, dit-il, mais je sais que je veux le découvrir. Il posa sa main sur la table entre eux, ne cherchant pas la sienne. Juste ouverte, une offrande. C'est tout ce que je sais dire pour l'instant. Je veux le découvrir. Elle regarda sa main, la coupure correctement pensée qui avait tout commencé, maintenant presque guérie. Elle posa sa main sur la sienne. Alors nous le découvrirons, dit-elle doucement, mais avec prudence et honnêteté. D'accord. Et en attendant, dit-elle, j'ai encore 3 semaines de travail à finir et vous avez toujours un ranch à gérer. Et Eliza Whitmore a toujours besoin que son ourlet soit fait avant samedi. Quelque chose traversa son visage, chaleureux et réel, et pas du tout soigneusement géré. Oui, madame. Ne me dites pas oui, madame, Braden Bradshaw. Vous préférez autre chose? Je préfère que vous alliez dormir un peu avant d'être inutile avant midi. Il se leva, sa main se tourna brièvement sous la sienne, la tint une seconde, puis il disparut. Elle resta assise seule dans l'atelier, pressa sa paume à plat contre son sternum et pensa « D'accord, d'accord alors. » Et elle reprit son aiguille. Vera Langston revint le vendredi. Misty la vit depuis la fenêtre de l'atelier, remontant l'allée à cheval avec 2 des ouvriers de son père la suivant comme une ponctuation. Elle était habillée pour être vue, habit de cavalière bleue, cheveux arrangés, et elle se dirigea directement vers la porte d'entrée avec la détermination de quelqu'un qui avait déjà planifié la conversation qu'elle avait l'intention d'avoir. Misty continua de coudre. Ce n'était une bête, ses affaires. Elle était de la couturière. Elle était ce qu'elle était pour Braden. Ils étaient encore en train de régler ça. Mais elle n'était pas la maîtresse de cette maison. Pas vraiment. Et elle avait appris il y a longtemps que s'immiscer là où on n'était pas nécessaire était un bon moyen de se faire des ennemis de gens qui auraient pu n'être que des obstacles. Elle entendit des voix dans le salon d'entrée. Basses, elle ne pouvait pas distinguer les mots, juste les tons. La voix de Braden, plate et contrôlée. Celle de Vera, plus aiguë et avec une pointe qui passait même à travers les murs. Puis la voix de Cole. C'était inattendu. La porte du salon s'ouvrit et se referma assez fort pour qu'elle l'entende depuis l'atelier. Des pas, rapides et secs. Puis la porte de l'atelier s'ouvrit et Cole était là, avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur lui. Pas facile, pas prompt à sourire. Quelque chose de plus tendu. « Vous devez venir, dit-il là. » Elle posa l'aiguille. Que s'est-il passé? Vera a amené l'avocat de son père. La mâchoire de Cole était serrée.
Il y a une revendication sur le pâturage Est. Langston dit que le levé de bornage original d'il y a 60 ans était faux. Et 300 acres de nos meilleures terres de pâturage sont légalement à eux. Misty était sur ses pieds avant qu'il ait fini. Est-ce que c'est vrai, la revendication? Je ne sais pas. Peut-être. Braden était là-dedans et il tient le coup, mais Misty, il a besoin. Cole s'arrêta, la regarda. Il ne va pas le dire. Vous savez qu'il ne va pas le dire. Elle le savait. Elle avait déjà la main sur la porte. Le salon contenait 4 personnes et la pression atmosphérique de 8. Harlan Whitmore se tenait à droite, les bras croisés, avec l'expression d'un homme qu'on avait fait passer pour un imbécile et qui n'avait pas encore décidé s'il était en colère. Son avocat, celui aux doigts tachés d'encre, elle avait appris qu'il s'appelait Dawes, était au petit bureau avec des papiers étalés devant lui. Vera était près de la fenêtre et la satisfaction qu'elle essayait de dissimuler n'était pas du tout dissimulée. Braden était au milieu de la pièce, debout comme il se tenait quand il portait un poids maximum et avait décidé de ne laisser personne le voir flancher. Il regarda Misty quand elle entra. Elle soutint son regard. « Je suis là. » Elle ne le dit pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle se tourna d'abord vers Whitmore. « Monsieur Whitmore, j'ai besoin de comprendre ce que nous regardons. » Dawes, l'avocat, leva les yeux de ses papiers avec l'expression d'un homme sur le point de lui dire que ce n'était pas son affaire. Elle le fixa d'un regard qui anticipa sa remarque et il reconsidéra. « Il y a un acte enregistré de 1814, dit Dawes prudemment. Il est antérieur au levé Bradshaw de 40 ans. S'il est valide, la limite du pâturage et favorise la propriété Langston d'une marge significative. Significative, c'est-à-dire 312 acres. Et quelle est la valeur de pâturage de cette terre pour l'exploitation Bradshaw? » Dawes cligna des yeux. Ce n'était clairement pas le genre de question qu'il attendait. « Elle est substantielle. L'élevage de bétail en dépend. L'exploitation pourrait-elle survivre sans? » insista-t-elle. Braden répondit à celle-là. « Pas avec la marge dont nous aurions besoin pour rembourser la dette restante, dit-il. » Égal, factuel, un homme qui avait déjà fait les calculs entre le moment où la revendication avait été faite et son entrée dans la pièce. Misty se tourna vers Vera. Vera avait observé cela avec l'attention prudente d'un chat regardant une porte. Elle croisa le regard de Misty avec un sourire conçu pour paraître innocent et qui ne l'était pas. « Cela semble être une affaire privée, dit Vera, entre la famille Bradshaw et la mienne. C'est devenu mon affaire quand mon nom a été mis sur les papiers, dit Misty. Pas avec colère, juste avec précision. Et j'aimerais savoir ce que vous voulez, Vera. Pas légalement, pas ce qu'il y a dans le dossier, ce que vous voulez vraiment. » La pièce devint très silencieuse. Le sourire de Vera changea de forme. « Je veux ce qui nous revient de droit. » « La terre est une terre Bradshaw depuis 40 ans, dit Misty. Si vous vouliez faire cette revendication, vous auriez pu la faire à tout moment en 4 décennies. Vous la faites maintenant, 2 jours après la signature de l'accord Whitmore. Elle pencha légèrement la tête. Pourquoi maintenant? Un temps de silence. Le timing, dit lentement Whitmore depuis le coin, est intéressant. Le sang-froid de Vera resta intact. Le timing est circonstanciel. C'est stratégique, dit Misty, ce qui est au moins honnête. Elle regarda Vera directement. Je vais vous le demander franchement, de femme à femme, et j'attends une réponse franche. Est-ce que c'est à propos de la terre? Vera la regarda un long moment, puis son regard se posa sur Braden. Quelque chose traversa son visage, quelque chose de réel pour la première fois depuis son arrivée. Et Misty le comprit instantanément parce qu'elle l'avait déjà vu. Pas sur Vera, sur elle-même. Tard le soir, quand elle essayait de se dissuader de quelque chose. « Tu aurais dû choisir différemment, » dit Vera à Braden. Sa voix était plus basse maintenant. La performance avait glissé. « Tu le sais. Je sais que je n'ai pas fait d'erreur, dit-il. Pas cruel, juste certain. » Vera regarda Misty une fois de plus, de haut en bas, le même balayage mesuré que le soir de la fête. Mais cette fois, Misty ne le sentit pas de la même manière. Quelque chose avait changé, quelque chose dans sa propre poitrine, et le balayage atterrit différemment. Pas comme une insulte, comme une femme essayant de comprendre quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait saisir. « Bien, dit Vera. Elle ramassa ses gants sur la table. Nous laisserons les tribunaux décider. »
Elle fit un signe de tête appuyé à Whitmore et sortit. La pièce expira. Ce qui se passa ensuite se déroula rapidement. Dawes, l'avocat, commença à examiner l'acte en question avec l'attention minutieuse de Whitmore. Et 20 minutes plus tard, il leva les yeux avec l'expression d'un homme qui avait trouvé quelque chose d'inattendu. « Ce sceau, dit-il. » Il pointa le coin inférieur de l'acte. « C'est un sceau de notaire territorial du territoire de l'Arkansas. » Tout le monde regarda le papier. « La propriété Langston est au Texas, dit Dawes. Elle a été enregistrée comme terre texane sous la juridiction du Texas. Un acte territorial de l'Arkansas n'aurait aucune autorité ici. Ce document, il le retourna, vérifia le dos. Ce document est invalide. Pas dans cette juridiction. Il ne l'a jamais été. Le silence qui suivit avait une qualité différente de tous les autres silences de la pièce. Harlan Whitmore regarda Dawes. « Vous en êtes certain? J'y mettrai ma licence en jeu. » Whitmore se tourna vers Braden. Il soutint son regard un moment qui s'étira plus longtemps que confortable, puis il dit « Je ferai confirmer ça par mes gens d'ici lundi. Mais si Dawes a raison... » Il s'arrêta. « Vous avez un combat devant vous, Bradshaw. Même une revendication invalide prend du temps et de l'argent est enterrée. »« Je sais, dit Braden. Notre accord tient, dit Whitmore, et il le dit comme quelque chose conclu. Délibéré. Pas de place pour une mauvaise interprétation. Je veux être clair, notre accord tient. » Cole fit un bruit qui était surtout un souffle. Braden hocha la tête une fois, lentement. Whitmore prit sa veste, regarda Misty. « Bons instincts, dit-il. Posez les bonnes questions. »« Je l'ai appris de quelqu'un qui le fait mieux que moi, dit-elle. » Elle ne regarda pas Braden en le disant, mais elle sentit qu'il la regardait. Whitmore et Dawes partirent. Cole disparut peu après, et Misty l'entendit dans le couloir se diriger vers la chambre d'Eliza, probablement pour lui dire ce qui s'était passé. Probablement pour poser son front contre le sien, comme elle l'avait vu faire 2 fois maintenant, quand il avait besoin de se souvenir de la raison de tout ça. Et puis, il n'y eut plus qu'elle et Braden dans le salon, avec l'après-midi qui filtrait par les fenêtres et les papiers encore étalés sur le petit bureau. « Vous saviez, dit-il. Je soupçonnais, corrigea-t-elle. Vous l'avez percé à jour en 30 secondes. »« Je reconnais ce qu'elle faisait, dit Misty. Parce que je comprends ce que c'est de vouloir quelque chose qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas avoir. » Elle se dirigea vers le bureau et commença à ranger les papiers sans vraiment y penser. Le même réflexe qui la poussait à ranger l'atelier quand ses pensées avaient besoin d'un exutoire. Elle vous voulait. Elle a décidé que la terre était de la meilleure chose après. Ce n'est pas compliqué, c'est juste triste. Vous la défendez. Je l'explique. Elle leva les yeux. Il y a une différence. Il la regardait avec ce regard à nouveau. Celui qu'elle avait cessé d'essayer de cataloguer et avait commencé à accepter comme une chose qui arrivait maintenant avec une certaine régularité et avec laquelle son cœur avait apparemment décidé de simplement vivre. « Je vais devoir contester la revendication, dit-il. Même si elle est invalide, ça coûtera de l'argent et du temps. Je sais que ça complique les choses. »« Ça complique certaines choses, dit-elle. »« Pas toutes. » Il l'étudia. « Vous ne fuyez pas. »« Je vous l'ai dit le premier jour, dit-elle. Je ne fuis pas, je continue de marcher. » Elle posa les papiers. « Mais je veux que vous m'entendiez, Braden. Que vous m'entendiez vraiment. » Elle attendit d'être sûre qu'il le faisait. « Quand les 4 semaines seront terminées, je retournerai à Haskell. J'ai une vie là-bas. Aussi petite soit-elle, c'est la mienne. Et je ne vais pas disparaître dans l'histoire de quelqu'un d'autre en prétendant que c'est suffisant. » Elle soutint son regard. « Si ceci, ce qu'il y a entre nous, si ça doit devenir quelque chose de réel, j'ai besoin que ce soit construit sur quelque chose de réel. Pas sur un contrat, pas sur une performance, pas sur le fait que je reste parce que partir est devenu compliqué. » Il était immobile. « Que demandez-vous? »« Du temps, dit-elle. Je demande du temps qui n'est pas emprunté. Après les 4 semaines, après le mariage, après tout ça, si vous voulez toujours le découvrir, nous le découvrirons de la bonne manière. » Il soutint son regard un long moment. Quelque chose traversa son visage. Du soulagement et quelque chose de plus dur que le soulagement. Quelque chose qui lui coûta. « 4 semaines, c'est long, dit-il. « Oh non, ce n'est rien, dit-elle. J'ai attendu plus longtemps pour que du tissu arrive. » Cela lui arracha un son. Pas tout à fait un rire, mais quelque chose de proche. Et ça brisa quelque chose dans la pièce qui avait été tenue trop serrée. « D'accord, dit-il. 4 semaines, de la bonne manière.
Elle hocha la tête. Bien. Et en attendant, dit-elle, vous avez une revendication foncière à combattre, un mariage à finir de préparer, et j'ai un ourlet à terminer pour samedi. Elle ramassa sa trousse de couture du coin du bureau. Alors, on travaille? Oui, madame, dit-il. Ce n'est toujours pas drôle, dit-elle en sortant, et elle ne se permit de sourire qu'une fois de retour dans l'atelier, la porte fermée. Les 2 semaines suivantes furent les plus dures et les meilleures de sa vie, à parts égales. Dures parce que la revendication foncière traînait. La confirmation de Dawes arriva le lundi comme promis, mais Langston déposa quand même une contestation, et il y eut 2 autres avocats dans la maison et des papiers étalés sur toutes les surfaces planes. Et Braden fonctionnant avec 5 heures de sommeil et du café noir, et l'entêtement particulier d'un homme qui a décidé qu'une chose ne se briserait pas. Meilleure parce qu'elle voyait tout, elle était là pour ça, non pas comme une performance, non pas comme un accessoire, mais comme une présence. Elle lui apportait du café sans qu'on le lui demande. Elle s'asseyait en face de lui à la table de travail quand il examinait des documents et ne disait rien, travaillait juste, occupait juste le même heure. Et elle regardait la tension dans ses épaules se relâcher par petits degrés, d'une manière qui ne se relâchait pas quand quelqu'un d'autre était dans la pièce. Cole le remarqua. Il ne dit rien. Il regardait juste Misty parfois avec une expression douce sur les bords et pleine de quelque chose qu'elle reconnut comme de la gratitude. Et Liza le remarqua aussi. Elle vint à l'atelier 3 jours avant son mariage pour l'essayage final. Et tandis que Misty épinglait le dernier bout de la traîne, elle dit doucement, s'étudiant dans le long miroir, « Vous ne partez pas après le mariage, n'est-ce pas? » Ce n'était pas tout à fait une question. « Si, en fait, » dit Misty avec des épingles dans la bouche. « Retour à Haskell. » Eliza la regarda dans le miroir. Misty retira les épingles de sa bouche une par une et les plaça dans le coussin. « Et puis nous verrons, » dit-elle. Eliza sourit, le vrai genre de sourire, celui que Misty avait vu pour la première fois dirigé vers Cole à travers une table de petit déjeuner. « Bien, » dit-elle. 2 jours avant le mariage, Vera Langston retira sa contestation. Aucune explication ne fut donnée publiquement. En privé, Cole dit à Misty que Whitmore avait rendu une visite discrète à son père, que la conversation avait duré 45 minutes et que ce qui avait été dit avait entièrement résolu l'affaire. Misty choisit de ne pas examiner cela de trop près. Elle soupçonnait Arlen Whitmore d'avoir une façon de faire comprendre les choses qui ne nécessitait ni cruauté particulière ni douceur particulière, juste le poids clair des conséquences exposées simplement, comme le faisaient les vieux hommes puissants quand ils décidaient que quelque chose devait cesser. Braden le lui dit lui-même ce soir-là. Il vint à l'atelier, il venait toujours à l'atelier, et il se tint dans l'embrasure de la porte et dit « C'est fini, la revendication a été retirée. » Elle le regarda, les rides qui s'étaient accumulées autour de ses yeux au cours des 2 dernières semaines, et la ligne de sa mâchoire qui avait été dure si longtemps qu'elle était presque devenue son expression naturelle. Elle regarda ces lignes changer, pas disparues, pas effacées, mais quelque chose en dessous se relâchant comme une corde qui se détend. « Bien, dit-elle. Misty. » Il dit son nom de la manière dont il ne le disait que quand quelque chose avait du poids. « Quand ce sera fini, le lui rappela-t-elle, nous avons dit après le mariage. Je sais ce que nous avons dit. Alors continuez à vous le dire pendant encore 2 jours, dit-elle. Vous y êtes presque, Braden. Ne trébuchez pas à la porte. Il la regarda un long moment, puis il fit quelque chose qu'elle ne l'avait jamais vu faire auparavant. Pleinement, librement, sans la retenue d'un homme qui s'était géré pendant trop longtemps. Il sourit. Cela la frappa en plein dans la poitrine. Elle s'était demandé dans les premiers jours à quoi il ressemblerait s'il souriait sans retenir quelque chose. La réponse était dévastatrice. Complètement et entièrement dévastatrice. 2 jours de plus, dit-il. 2 jours de plus, acquiesça-t-elle, et elle se retourna vers son travail avant de dire quelque chose qu'elle s'était engagée à garder pour plus tard. Elle l'entendit s'éloigner dans le couloir. Elle posa son aiguille, pressa ses 2 mains à plat sur la table et se dit de respirer. Dehors, l'été texan commençait le premier lent virage vers le soir. Quelque part dans la maison, Cole riait. Eliza riait avec lui, et Misty Jacobs était assise dans l'atelier, qui était devenu en quelque sorte la pièce la plus familière où elle ait été depuis des années.
Et elle pensait à 2 jours de plus, et elle pensait à Haskell, et elle pensait aux fenêtres qui avaient besoin d'être réparées, et aux factures qui avaient besoin d'être payées, et à la forme ordinaire et fidèle de la vie qu'elle avait construite seule. Et puis elle pensa à un homme qui pensait ses blessures correctement, enlevait son chapeau avant d'entrer dans une pièce, et tenait la main d'une femme sous une table parce qu'il le pensait, pas parce que quelqu'un regardait. Elle reprit son aiguille. 2 jours de plus. Elle pouvait tenir n'importe quoi pendant 2 jours de plus. Elle avait tenu des choses plus dures, plus longtemps. Mais elle comprenait maintenant, avec une clarté particulière qui n'arrivait que lorsqu'il était trop tard pour en faire quelque chose d'utile, qu'elle n'avait jamais tenu quelque chose qui comptait autant que ça. Et c'était la chose la plus effrayante de toutes. Le mariage eut lieu un samedi. Eliza Whitmore descendit de l'allée en soie ivoire et dentelle cousu main, et la robe était parfaite. Chaque point, chaque couture, chaque centimètre du travail de 6 semaines que Misty y avait consacré. Et quand Cole vit sa fiancée, s'approcher de lui, son visage fit quelque chose de si ouvert et sans défense que 3 femmes au premier rang attrapèrent leurs mouchoirs avant même qu'elles n'atteignent l'autel. Misty se tenait à l'arrière de l'assemblée, regardait et ressentait la fierté particulière d'une personne dont le travail avait tenu bon au moment crucial. Elle ressentait aussi la douleur particulière d'une personne qui partait le lendemain matin. Elle avait fait ses bagages la nuit précédente, tranquillement, méthodiquement, comme elle faisait la plupart des choses. Elle avait plié chaque robe, emballé sa trousse de couture, rangé la bague de sa mère dans la petite pochette en velours où elle la gardait. L'anneau d'argent, celui que Cole avait laissé sur sa table il y a 6 semaines, elle l'avait posé sur la table de chevet. Il n'était pas à elle. Elle n'avait pas dit à Braden qu'elle avait fait ses bagages. Ils avaient dit après le mariage. Elle avait l'intention de respecter ça. Elle n'avait juste pas encore tout à fait trouvé ce qu'elle allait dire. La célébration après la cérémonie était bruyante, chaleureuse et pleine de ce genre de joie simple que Misty avait toujours apprécié d'une légère distance. Non pas parce qu'elle ne la ressentait pas, mais parce qu'elle avait toujours été meilleure pour être témoin du bonheur que pour se faire confiance pour y rester sans se préparer à ce qu'il se termine. Elle but de la limonade. Elle parla à Harlan Whitmore, qui était de meilleure humeur qu'elle ne l'avait jamais vu, expansif et presque tendre quand il parlait de sa fille. Elle parla à Clara, qui était presque chaleureuse, à la manière d'une femme qui avait révisé son opinion sur quelqu'un qui n'était pas tout à fait à l'aise de l'admettre. Elle ne chercha pas Braden. Elle n'avait pas besoin de le chercher. Elle savait toujours approximativement où il se trouvait dans une pièce. Elle n'examina pas cela de trop près. Il la trouva au bord du rassemblement 1 heure plus tard. Il vint se tenir à côté d'elle sans préambule, sans s'annoncer, juste là, comme il était toujours juste là. « Vous avez fait vos bagages, dit-il. Elle devint immobile. Vous êtes entré dans la chambre. La porte était ouverte, j'ai vu le sac. Elle y réfléchit. J'ai dit d'après le mariage. C'est après le mariage. Sa voix était égale. Cole est marié. Les papiers sont signés. La revendication foncière est enterrée. Une pause. Le contrat est terminé, Misty. Je sais. Alors parlez-moi. Elle regarda l'assemblée, Cole faisant tourner Eliza dans un tour lent qui n'était pas tout à fait de la danse, mais qui était entièrement plein d'intention. Harlan Whitmore riant de quelque chose que son avocat disait. Toute la scène brillante et complète et ne nécessitant plus rien d'elle. « Je vous ai dit ce dont j'avais besoin, dit-elle, après les 4 semaines, de la bonne manière, du temps qui n'est pas emprunté. C'est ce que j'offre. Alors pourquoi est-ce que ça ressemble à une conversation au bord d'une date limite? » Il resta silencieux. Elle pouvait le sentir réfléchir à côté d'elle, cette qualité particulière de son immobilité, le genre qui signifiait qu'il choisissait ses mots comme elle choisissait le fil, pour la force, pas seulement pour la couleur. « Parce que je ne suis pas bon à ça, dit-il, à dire les choses avant qu'elles ne m'échappent. » Il se tourna vers elle. « J'ai laissé des choses m'échapper avant. Je ne le referai pas. » Elle le regarda. Il portait sa belle veste, sombre, bien ajustée, celle qu'elle avait remarquée la 2e fois qu'elle l'avait vu. Et il ressemblait à un homme qui avait un endroit où être et avait décidé que c'était ici. « Que dites-vous » demanda-t-elle. « Je dis que je ne veux pas attendre le bon moment parce qu'il n'y aura jamais de bon moment. Il y a juste le temps, et je préférerais le passer à être honnête avec vous plutôt qu'à gérer mon courage. » Il soutint son regard. « Revenez.
Elle devint très immobile. Braden, pas tout de suite, pas demain. Il le dit clairement. Retournez à Haskell, réparez votre fenêtre, payez vos factures, remettez votre vie dans l'ordre qu'elle mérite. Et puis il fit une pause. Laissez-moi venir à vous. Pas comme un contrat, pas comme un arrangement, comme un homme qui a quelque chose à vous demander. L'assemblée continuait autour d'eux, indifférente et joyeuse. Elle scruta son visage. Elle était douée pour lire les gens. Elle avait lu des pièces toute sa vie, une compétence née de la nécessité, d'être la personne qui avait besoin de savoir de quel côté le vent soufflait avant qu'il ne la frappe. Elle le lut maintenant, attentivement, comme elle l'avait lu pendant 6 semaines. Il n'y avait rien là qu'elle n'avait pas déjà décidé de croire. « Combien de temps ?» demanda-t-elle. « Combien de temps quoi ?»« Avant que vous ne veniez à Haskell. »« 1 mois, dit-il. Peut-être 6 semaines. Je dois stabiliser l'exploitation maintenant que la revendication est réglée. Je ne peux pas la laisser avant, de manière responsable. Et vous viendrez vraiment? Je viendrai. Elle inspira, expira. Vous savez que ma boutique est petite. Toute la ville de Haskell est petite. Je sais. Il n'y a rien là-bas qui ressemble à ça. Elle fit un geste vers la maison, la propriété, la richesse accumulée de l'après-midi. Je le sais aussi. Et ça ne... Misty. Il dit son nom de la manière dont il avait appris à le dire, comme quelque chose qu'il avait décidé de ne plus manipuler avec précaution. J'ai été le gardien de cette terre et de cette famille pendant 10 ans. J'ai été responsable de chaque acre, de chaque tête de bétail, de chaque dette impayée et de chaque décision que mon père a laissée derrière lui. Il soutint son regard sans broncher. Je n'ai jamais, pas une seule fois en 10 ans, fait quelque chose juste parce que je le voulais, pour moi-même. Pas la terre, pas l'héritage, juste moi. Il s'arrêta. Je veux venir à Haskell. C'est à moi. Laissez-moi la voir. Elle le regarda un long moment, puis elle dit, « Vous feriez mieux d'écrire d'abord. » Quelque chose se brisa sur son visage. « D'accord. Avant de venir pour que je sois prévenu. Pour que vous soyez prévenu, acquiesça-t-il. Et vous feriez mieux de ne pas être un mauvais correspondant. Je n'ai aucune patience pour les hommes qui mettent 3 semaines à répondre à une lettre. Notez. Je suis sérieuse, Braden. Je sais que vous l'êtes. La chose dans son expression, la chose chaleureuse, défaite, entièrement non gérée, ne bougea pas. Je n'ai pas peur de vos exigences, Misty. Je leur en suis reconnaissant. Elle dut détourner le regard avant que son visage ne fasse en public quelque chose qu'elle préférait faire en privé. Elle regarda l'assemblée, Cole et Eliza, l'après-midi qui devenait doré. « 6 semaines, dit-elle. Ne me faites pas attendre 7. Pas un jour de plus que 6, dit-il. Elle était prête à partir à 8 heures le lendemain matin. Cole et Eliza dormaient. Ils l'avaient bien mérité. La célébration avait duré jusqu'à minuit et la maison était silencieuse de la manière particulière des matins après les événements, légèrement creuse, pleine des traces de la nuit précédente. Braden était près du chariot. Elle savait qu'il y serait. Il prit son sac avant qu'elle ne puisse protester et le mit à l'arrière sans un mot. Elle le laissa faire. Elle s'était améliorée au cours des 6 dernières semaines à le laisser faire de petites choses sans en faire des disputes. Il s'était amélioré à les faire sans que cela ressemble à de la charité. Ils avaient tous les deux fait des progrès. Elle vérifia le sac, vérifia sa trousse de couture, fit l'inventaire particulier qu'elle faisait toujours avant de voyager. Une habitude si vieille qu'elle n'avait pas à y penser, ses mains passant par les mouvements tandis que son esprit était ailleurs. « Vous avez laissé la bague, dit-il. Elle savait qu'il l'avait vue. Elle est à vous. Je vous l'ai donnée. Cole me l'a donnée, corrigea-t-elle, pour la performance. La performance est terminée. Il plongea la main dans la poche de sa veste, tendit quelque chose. Elle le regarda. La bague en argent, l'anneau simple qui avait ajusté son doigt comme s'il y avait toujours été. « Je ne la veux pas en retour, dit-il. Je veux que vous l'ayez. » C'est une chose importante à donner à une femme quand elle monte dans un chariot, dit-elle. Je sais ce que c'est. Il soutint son regard. Ce n'est pas une demande en mariage. Je connais ma place et je connais l'ordre des choses. C'est une intention. Quelque chose à garder jusqu'à ce que j'arrive à Haskell et que je le fasse correctement. Elle regarda la bague dans sa paume. Elle le regarda. Elle pensa à la femme qu'elle était,
quand elle était descendue d'un autre chariot 6 semaines plus tôt, la mâchoire serrée, les mains agrippées à sa sacoche, prête pour le poids particulier d'un monde qui avait déjà son opinion sur elle. Elle pensa à qui elle était en ce moment, debout dans la même cour, dans sa belle robe jaune, avec un homme lui tendant une bague comme une promesse qu'il avait l'intention de tenir. Elle la prit. Elle ne la mit pas. Elle ferma sa main autour. 6 semaines, dit-elle. 6 semaines. Elle monta sur le chariot avant de pouvoir dire autre chose qu'elle n'avait pas prévu de dire. Le cocher prit les rênes. Misty. Il s'avança. Elle baissa les yeux. Il posa brièvement sa main sur la sienne, là où elle agrippait le rebord. Chaleureuse, certaine, de la manière dont il avait serré sa main sous une table lors d'un souper qui semblait remonter à une éternité. « Merci, dit-il, pour tout. » C'était le travail, dit-elle. Ils savaient tous les deux que ce n'était pas le cas. Il hocha la tête comme s'il le savait aussi. Elle regarda devant elle. Le chariot se mit en mouvement. Elle ne regarda pas en arrière. Elle n'y parvint pas tout à fait. Elle regarda en arrière une fois, au portail. Il était toujours debout où elle l'avait laissé, le chapeau à la main, regardant le chariot s'éloigner. Il la vit regarder en arrière. Il leva une main, pas un salut, juste une reconnaissance. « Je te vois. Je suis toujours là. » Mal se tourna vers l'avant. Sa main était fermée sur la bague. Son cœur faisait la chose qu'il avait décidé de faire il y a environ 3 semaines et n'avait pas cessé de faire depuis. Elle pensa, « Misty May, tu rentres à la maison. » Elle pensa, « Et pour la première fois depuis longtemps, tu as quelque chose vers quoi rentrer. » Haskell en septembre était la même qu'elle avait toujours été. Le vitrier répara la fenêtre un mercredi. Elle le paya avec de l'argent qu'elle avait vraiment sans le compter 2 fois, et elle le regarda ajuster la nouvelle vitre dans le cadre et ressentit la satisfaction particulière d'un problème résolu à la racine. Elle rouvrit la boutique le jeudi. Ses habitués passèrent un par un, heureux de la voir, plein de questions sur où elle avait été, auxquelles elle répondit brièvement et sans détail. Un engagement d'été, du travail pour une famille riche. Non, rien de dramatique. Oui, elle allait bien. Oui, elle était de retour. Les factures furent payées. La boutique se remplit de nouveau du rythme familier des essayages, des mesures et du son net des ciseaux à travers un bon tissu. Elle était douée dans son travail. Elle avait toujours été douée dans son travail. Cela n'avait pas changé. Ce qui avait changé était plus difficile à nommer. Elle le remarqua par petites touches. La façon dont elle se tenait dans une pièce maintenant, toujours droite, elle l'avait toujours été, mais différemment. Pas sur la défensive, juste droite. La façon dont elle répondait quand les gens la regardaient de travers, pas plus sèchement, plus calmement, comme une femme qui avait déjà eu la conversation en elle-même et l'avait close. Elle le remarqua quand Ruby Marsh à l'épicerie fit un commentaire. Pas malveillant, juste irréfléchi. Le genre d'irréflexion qui avait été le bruit de fond désinvolte de toute la vie de Misty. Sur le courage qu'elle avait de porter des robes ajustées, alors que la plupart des femmes dans sa situation choisissaient des coupes plus indulgentes. L'ancienne Misty aurait souri, aurait dit quelque chose d'agréable et de détournant, serait rentrée chez elle et serait restée assise avec ça tranquillement pendant 1 heure avant que ses mains ne se stabilisent assez pour coudre. Elle dit d'une voix égale et sans chaleur, « Je porte ce qui me va bien. Ceci me va bien. Merci de l'avoir remarqué. » Ruby cligna des yeux. Puis, à son crédit, elle rit d'un rire authentique et surpris. « Mon Dieu, Misty, où est-ce que ça se cachait? »« Au Texas, » dit Misty, et elle acheta son fil et partit. La lettre arriva un jeudi, 3 semaines après son retour. Elle reconnut l'écriture sur l'enveloppe avant de remarquer le cachet de la poste. Délibérée, légèrement serrée, l'écriture d'un homme qui écrivait avec toute sa concentration et ne s'embarrassait pas de fioritures. Elle se tint sur le pas de la porte de la boutique et la tint un moment avant de l'ouvrir. Il écrivait comme il parlait, directement, sans performance. Il lui dit que l'exploitation se stabilisait, que Cole et Eliza s'étaient installés dans l'aile est et qu'Eliza avait déjà commencé à réarranger les meubles, ce à quoi Cole faisait semblant de s'opposer et trouvait clairement délicieux. Que la première pluie d'automne significative était arrivée et que le pâturage son pâturage est, sans qualificatif nécessaire maintenant, l'avait bien prise. Il lui dit qu'il pensait à Haskell. Plus précisément, il lui dit qu'il pensait à une boutique avec une fenêtre réparée
et une femme qui gardait ses mains occupées quand sa tête avait besoin de quelque chose à faire. Il lui dit qu'il était un correspondant meilleur que la moyenne et avait l'intention de le prouver. Elle lut la lettre 2 fois, puis elle s'assit à la petite table près de la fenêtre et écrivit 3 pages en retour. Elle lui parla de Ruby Marsh, de la robe et de ce qu'elle avait dit. Et sa réponse, qui arriva 10 jours plus tard, était de 4 lignes et contenait la phrase « C'est exactement qui vous avez toujours été, et j'espère que vous commencez à le croire. » Elle plia cette lettre et la garda dans sa trousse de couture. Elle n'était pas prête à examiner pourquoi. Il arriva un mardi, pas tout à fait 6 semaines, 5 semaines et 4 jours, ce qu'elle choisit de ne pas souligner car elle s'était promis d'être gracieuse face aux petites victoires. Elle était dans la boutique quand elle entendit le cheval dehors, et quelque chose dans le rythme particulier des sabots sur la route, elle n'examina pas comment elle le savait. La fit poser ses ciseaux. Elle était debout dans l'embrasure de la porte quand il attacha le cheval et se retourna. Il avait de l'air différent en dehors du Texas. Elle ne s'y était pas attendue. Il portait sa belle veste et son chapeau était déjà à la main, avant même d'atteindre la porte. Et il ressemblait à un homme qui avait fait un long chemin et que ça ne dérangeait pas. « Vous avez dit 6 semaines, dit-elle. 5 semaines et 4 jours, dit-il. J'ai réfléchi au temps supplémentaire et j'ai décidé que c'était inutile. Ah oui? Je ne suis pas bon pour attendre, dit-il. Je crois que je l'ai mentionné. Vous avez mentionné être un homme qui ne laissait pas les choses lui échapper, dit-elle. C'est différent. C'est lié. Il s'arrêta au pied de la marche, assez près pour qu'elle puisse voir son visage clairement. Les rides qu'elle avait cataloguées, celles qu'elle avait vues se former sous la pression, et celles qui s'étaient atténuées au cours des 6 dernières semaines de lettres. Il leva les yeux vers elle. « Vous allez m'inviter à entrer? » « Je ne sais pas encore, dit-elle. Vous avez fait tout le chemin depuis le comté de Ramsey sans prévenir. J'ai écrit il y a 3 semaines. Ce n'est pas la même chose que prévenir. Misty. Il dit son nom avec le poids particulier qu'il lui donnait toujours, comme quelque chose qui valait la peine de prendre une respiration complète. Je suis debout devant votre boutique en septembre, mon chapeau à la main, parce que j'ai dit que je viendrais et je suis venu. Et j'ai besoin que vous entendiez ce que j'ai à dire avant de perdre mon courage. Elle ne l'avait jamais, pas une seule fois en 6 semaines de le connaître, vu près de perdre son courage. Il le savait. Il l'avait dit exprès. Elle s'écarta de la porte. « Entrez, dit-elle. » Il entra. Il regarda autour de la boutique, les rouleaux de tissu, la table de coupe, la fenêtre réparée avec la lumière de septembre qui la traversait, propre et claire. Et il hocha la tête une fois, de la manière dont il hochait la tête quand quelque chose répondait à ses attentes. « Plus grand que je ne le pensais, dit-il. Plus petit que la plupart, dit-elle. Ça vous va bien. » Il la regarda. « Tout ici vous va bien. » Elle croisa les bras. « Vous n'avez pas fait 5 semaines et 4 jours de route pour me dire que ma boutique me va bien. » « Non, admit-il. » Il posa son chapeau sur la table de coupe. Elle remarqua, comme elle l'avait toujours fait, qu'il l'avait enlevé d'abord. « Je suis venu parce que j'avais des choses à dire que les lettres ne transmettent pas bien. » Il plongea la main dans la poche de sa veste. Son cœur enregistra ce qu'il y avait dans sa main avant que son esprit n'ait fini de le traiter. Une bague. Pas l'anneau d'argent. Quelque chose d'autre, de plus ancien, de plus fin. Une fine monture en or avec une petite pierre sombre. Quelque chose qui avait été choisi, pas se trouver dans un coffre de maison. « Je ne suis pas un homme qui fait les choses à moitié, dit-il. Vous le savez maintenant. »« Oui, dit-elle doucement, et je ne suis pas ici pour vous demander de quitter votre vie. Je ne vous demande pas de renoncer à cette boutique, à cette ville ou à quoi que ce soit que vous ayez construit. » Il soutint son regard avec la franchise stable qu'elle avait reconnue le premier jour et n'avait jamais cessé de croire. « Je vous demande de me laisser en faire partie, quelle que soit la forme que cela prend, quel que soit le temps qu'il faut pour le régler. » Il fit une pause. « Je vous demande, Misty Jacobs, si vous me donnerez la chance d'être l'homme qui vous mérite, correctement, sans contrat, sans horloge. » Elle regarda la bague, elle le regarda. Elle pensa à 6 semaines plus tôt, debout au bord d'un rassemblement d'été texan, une femme qui avait été temporaire toute sa vie et avait finalement trouvé un homme qui l'avait regardée comme si elle était permanente. Elle pensa à la lettre dans sa trousse de couture. « J'espère que vous commencez à le croire. » Elle pensa à la fenêtre, réparée maintenant, claire, laissant entrer exactement la lumière qu'elle était censée laisser entrer.
Elle décroisa les bras. Vous comprenez, dit-elle, que je ne vais pas devenir plus petite pour m'adapter à votre vie. Je ne vous veux pas plus petite, dit-il. Je ne l'ai jamais voulu. Et vous comprenez que j'ai des opinions, que je les dirai et que je ne m'excuserai pas de prendre la place que je prends. Misty. Sa voix était devenue douce, pas faible. Douce comme un homme qui avait enfin, après très longtemps, cessé de se raidir contre la chose qu'il voulait. Vous êtes la meilleure chose qui soit entrée dans ma vie depuis plus longtemps que je ne peux le compter. Je le savais le troisième jour et je l'ai su chaque jour depuis. Je ne vous demande pas d'être moins. Je vous demande de me laisser être plus. Elle était silencieuse. Son cœur était bruyant. Elle pensa à toutes les choses raisonnables, prudentes, autoprotectrices qu'elle s'était jamais dites. Toutes les façons dont elle s'était dissuadée de se tenir dans la pleine lumière de quelque chose de bon, parce qu'elle avait été certaine que la lumière bougerait. Elle tendit la main. Il la regarda, puis son visage. Il prit sa main dans la sienne, chaude, certaine, de la manière dont il l'avait toujours touchée, avec intention et sans s'en excuser. Et il glissa la bague à son doigt, et elle lui allait. Et aucun d'eux ne dit rien à ce sujet, mais c'était la chose la plus complète qu'elle ait jamais ressentie. « C'est un oui, dit-il. C'est un oui, dit-elle. Ne me faites pas me répéter. » Il rit, pleinement, ouvertement, de la manière dont elle l'avait vu rire exactement une fois auparavant, et avait décidé que c'était dévastateur. Il amena sa main à ses lèvres et pressa sa bouche contre ses phalanges, à l'ancienne délibérément, le geste d'un homme qui assumait tout le poids de ce qu'il faisait. Et elle pensa, « Le voilà, Misty May, la chose vers laquelle tu as marché toute ta vie sans le savoir. » Elle était entrée dans un été texan avec une vitre fissurée, une pile de factures, une robe qu'elle avait cousue avec du tissu économisé, et toute l'intention de garder la tête basse, les mains occupées, et de s'en sortir avec le cœur intact. Elle ne s'en était pas sortie avec le cœur intact. Mais debout dans la lumière de septembre de sa propre boutique réparée, avec une bague au doigt, et l'homme en face d'elle qui avait fait 5 semaines et 4 jours de route, parce qu'il avait décidé que l'attente était inutile, elle comprit qu'intact n'était pas la même chose que complet, et que complet était mieux, et que la seule chose qui avait jamais été fausse avec la place qu'elle prenait dans le monde, c'est qu'elle n'avait pas encore trouvé quelqu'un qui valait la peine de la remplir. Elle l'avait trouvé maintenant, et Misty Jacobs, couturière, fille, femme qui enfilait des aiguilles du premier coup même quand sa main tremblait, se tenait dans la pleine lumière de quelque chose de réel. Et elle ne se prépara pas à ce que ça se termine, et elle ne chercha pas ses limites. Pour la première fois de sa vie, elle laissa simplement cela être suffisant. Et ça l'était. C'était plus que suffisant. C'était tout.